Allez, on va s'installer. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation. Vous le savez, depuis quelques mois, on souhaite, avec les équipes de la SPL Agathe et de la SAT, de pouvoir instaurer une sorte de rendez-vous annuel. On s'était vu il y a à peu près un an dans les locaux de l'Université de Nîmes pour parler de résilience et pour parler de la démarche créant. Et au vu du succès qu'avait rencontré cette soirée, on a souhaité, avec les équipes de la SPL Agathe qui sont nombreuses ce soir, vous associer et vous proposer d'autres types d'interventions. Et donc c'est pour cette raison qu'on est là ce soir pour parler de deux sujets qui sont des sujets qui ne sont pas simples pour vous en tant qu'acteurs de l'immobilier et de l'aménagement du territoire. Lorsqu'on parle de la démarche ZAN ou lorsqu'on parle de la sobriété foncière, c'est parfois des mots qui peuvent paraître comme étant anxiogènes, et nous avons souhaité qu'on puisse vous apporter un certain nombre d'éclairages, un certain nombre de témoignages. Et donc ce soir, nous avons souhaité associer trois intervenants qui nous font le plaisir et l'amitié d'être présents à nos côtés pour évoquer un certain nombre de sujets qui sont relatifs à ces deux notions. Je remercie bien évidemment l'ensemble des maires de l'agglomération qui sont présents ce soir, le maire de Rodian, le maire de Millau, le maire de Générac, Frédéric Touzelier, qui est aussi président du SCOT et qui nous fait l'amitié d'être là. Merci Frédéric, tout le travail que tu mènes actuellement au travers du SCOT. On était ensemble vendredi dernier avec le préfet du Gard pour évoquer ces enjeux de sobriété foncière et de ZAN, et donc c'est important que vous puissiez être là. Salut aussi représentant de la ville de Garan ainsi que l'ensemble des communes concernées. Je crois que ce soir, on souhaite, avec Bertrand Pelin qui est à mes côtés, nouveau directeur général de la structure. Je sais que ces rendez-vous, ils sont appréciés parce qu'on souhaite associer l'ensemble des cycles et des maillages de l'aménagement du territoire. Donc il y a à la fois des aménageurs, à la fois des architectes, il y a tous les professionnels de l'immobilier qui sont représentés, et ça vous permet aussi à ce que vous puissiez vous voir, échanger. On sait tous aujourd'hui que la situation elle n'est pas simple, c'est le représentant de la Fédération française du bâtiment. Donc on souhaite vraiment associer tous les maillages de la chaîne de la construction. La situation n'est pas simple, le contexte est assez compliqué, et il faut absolument qu'on puisse travailler différemment. Et ce soir, c'était aussi l'occasion pour nous de vous donner des pistes de réflexion pour envisager l'urbanisme de demain. On sait tous aujourd'hui, en tout cas, je crois que chacun fait le constat que la manière dont on a pu travailler ces dernières années, eh bien, il faut un petit peu changer le logiciel, il faut un petit peu évoluer et faire évoluer les différents métiers. C'est pas simple, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on souhaite vous donner un petit peu un certain nombre de clés. Bien évidemment, on n'a pas la science infuse et on n'a pas de vérité vraie sur la situation. Chaque territoire sont différents, chaque territoire a ses propres problématiques. En tout cas, sur le territoire nîmois, sachez que vous avez un outil au service du développement des territoires avec la SPL Agathe, et qu'aujourd'hui, c'est 38 communes actionnaires. Demain, c'est d'autres communes aussi qui vont rejoindre cela, et vous avez entre guillemets la chance, je ne suis peut-être pas objectif pour le dire en tant que président de cette structure, mais je considère que cette structure qu'est la SPL Agathe est une chance pour le développement du territoire. Sa polyvalence, sa diversité de métiers fait qu'aujourd'hui, c'est une structure qui est une structure acteur du développement local et du développement territorial, et qu'en plus de nos fonctions régaliennes que sont l'aménagement du territoire ou l'urbanisation, on a différents métiers, vous le savez, par rapport à nos actionnaires mères que sont la ville de Nîmes et Nîmes Métropole, et qu'aujourd'hui, on travaille sur des métiers qui sont des métiers différents, qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une stabilité dans l'activité. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde que la SPL Agathe gère un aérodrome, gère un équipement aquatique, gère le stationnement de surface de la ville de Nîmes, ou bien gère la politique de tourisme à l'échelle de la ville de Nîmes ou de la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole, ça nous permet aussi de pouvoir encaisser les baisses qui sont liées à nos métiers mères. On en parle très régulièrement avec les équipes de la SPL Agathe ainsi que les administrateurs qui m'accompagnent dans ce conseil d'administration depuis 4 ans. Et donc c'est aussi pour nous un moyen de vous remercier de la confiance que vous faites à nos côtés, et surtout que vous êtes pour nous des partenaires, et on est dans un travail de collaboration, dans un travail de concertation avec chacune et chacun d'entre vous. Donc je ne vais pas être plus long.
vous dire merci. Ce rendez-vous, c'est aussi le vôtre. Et je vais laisser la parole à Bertrand Pelin pour qu'il puisse rapidement présenter la soirée et bien évidemment remercier nos 3 intervenants. Et l'idée, c'est qu'on puisse échanger donc à la fin de chaque intervention. Le timing est assez serré parce que voilà, chacun a ses propres occupations, mais c'est important qu'on puisse le dire. Et surtout qu'entre chaque intervention, n'hésitez pas à poser des questions, à donner votre point de vue par rapport à cela. Et l'idée, voilà, c'est qu'on puisse se donner 1h30 d'échange sur ces 2 thèmes centraux au travers du prisme qui sera proposé par nos intervenants. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci Julien. Merci à tous pour votre présence. Lorsqu'on a évoqué avec Julien avant l'été l'idée de relancer cette soirée de conférence, on s'est interrogé sur le sujet. Et c'est vrai que la sobriété foncière est assez rapidement arrivée en se disant qu'elle parlait finalement à toutes les parties prenantes de l'aménagement, en amont sur le volet réglementaire, en aval sur le volet opérationnel. Et elle avait pour intérêt de toucher tous nos partenaires, qu'ils soient collectivités, élus, bailleurs, promoteurs, architectes ou entreprises. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix de mettre ce sujet à l'ordre du jour. Alors, on a fait le choix de solliciter trois experts de la question. Je vais les présenter successivement. Vous allez voir qu'ils sont passionnés et assez passionnants. Dans un premier temps, on a sollicité Timothée Hubscher. Alors Timothée, je vais vous présenter. Vous êtes directeur de la planification du groupe 7 Citadia, 2 structures qui sont intégrées au groupe de la Caisse des dépôts. Et vous assistez à ce titre les collectivités sur le territoire national avec une équipe d'à peu près 80 personnes, si je ne dis pas de bêtises. Les EPCI et les collectivités dans leur politique d'urbanisme et de planification. Vous êtes, sauf erreur, membre du comité scientifique de la revue Urbanisme et vous avez rédigé il y a 2 ans, en 2023, un document de la CET, un livre blanc sur le ZAN pour tirer les premières bases de cette nouvelle réglementation. Et ce livre blanc a fait l'objet d'une mise à jour et de la 3e édition vient de sortir début octobre, si je ne dis pas de bêtises, et elle a pour mérite de faire des propositions. Et cette nouvelle mouture s'appelle Le temps des projets et on voit que finalement c'est la concrétisation de tout ce travail législatif. Vous avez également été auditionné par le Sénat en qualité d'expert comme 70 autres élus locaux, experts, etc. dans le cadre d'une commission liée à la mise en œuvre pour essayer de tirer les conclusions positives et négatives et d'essayer de trouver des perspectives là-dessus. Et votre intervention à vous portera essentiellement sur reposer le cadre, le calendrier prévisionnel et puis les différentes adaptations qui sont attendues au vu des premières conclusions qui ont été rendues par ce groupe de sénateurs le 9 octobre dernier, et puis les annonces qui ont été faites un petit peu rapidement par le Premier ministre dans le cadre du discours de politique générale il y a quelques semaines, qui nous annonce des adaptations peut-être dans la temporalité de mise en œuvre de ces dispositions. Par la suite, Clémence Perrault nous a fait le plaisir d'accepter aussi d'intervenir. Alors dans un deuxième temps, c'est pour essayer de défricher des situations ou défricher des mises en œuvre ou des modes d'action pour permettre de s'adapter à ces nouvelles contraintes. Alors Clémence, vous êtes membre du cabinet Adéquation, qui est un cabinet national d'environ 115 collaborateurs, 120 collaborateurs, et vous assistez finalement au niveau national par des bases de données, des publications régulières, essentiellement les promoteurs, mais finalement les collectivités, les différents opérateurs, pour leur permettre d'adapter leurs programmes et leurs projets. Et on parlera avec vous de nouvelles mises en œuvre avec des très beaux acronymes qu'on connaît tous, BRS, BEA, etc., le démembrement dans sa globalité. Et puis on évoquera aussi l'émergence de nouveaux acteurs sur le marché, notamment on parle de très grosses foncières de la grande distribution qui vont jouer demain notamment un rôle dans ces enjeux-là. Et puis pour terminer, Didier Munieri qui nous a fait aussi le plaisir d'intervenir. Alors là, c'est pour une toute autre solution, pour l'analyse de surélévation. Et Didier, vous êtes architecte, vous avez été architecte pendant 15 ans dans votre propre cabinet à Paris, et puis vous avez fait le choix de créer UpFactor, une société en 2017, société qui vise à travers un logiciel à étudier les potentiels de surélévation dans les secteurs urbains, et puis après d'accompagner les opérateurs dans la mise en œuvre par des études réglementaires, techniques, etc., et puis par des missions d'AMO, dans la concrétisation de ces opérations de surélévation sur des copropriétés, sur des bâtiments publics ou sur des immeubles propriétés de bailleurs sociaux.
Il se trouve que Didier Munieri et la société UpFactor ont fait une analyse ces dernières semaines sur le territoire nîmois à la demande de la SAT, à la demande de Nîmes Métropole et avec un cofinancement de la Caisse des dépôts. Et donc on vous présentera, enfin Didier vous présentera les premières analyses de cette étude de gisement finalement sur le territoire nîmois, et il nous présentera aussi quelles peuvent être les clés de ces analyses sur la refonte des documents d'urbanisme réglementaire. Et donc, ça peut être effectivement des données d'entrée. On en discutait avec les responsables du service urbanisme de la ville de Nîmes qui prévoit la modification du PLU. Ça pourrait être une source d'information pour vous. Voilà. Je vais laisser la parole, je ne serai pas plus lourd, à Timothée tout de suite. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée. N'hésitez pas à interrompre nos intervenants et à poser vos questions pour que ce soit le plus vivant possible. Et j'invite effectivement Frédéric Touzelier, qui, avec ses casquettes de président du SCOT et qui porte ces sujets-là auprès des élus régulièrement, à intervenir pour faire vivre le débat. Merci à tous. Bonsoir à tous. Alors on m'a donné la lourde tâche de dresser le portrait de la sobriété foncière et des enjeux du ZAN en 20 minutes. Alors je vais essayer de faire intelligible et court. Tout d'abord, et je pense que c'est important d'y revenir, pourquoi le ZAN arrive avec la loi climat et résilience? Il arrive parce qu'il vient répondre à 4 grands enjeux. La question de la préservation de la biodiversité, qui est un sujet assez important, avec des reculs sur un certain nombre d'espèces, en France, mais globalement dans le monde. La gestion des risques, je ne vais pas vous indiquer, on vient de vivre des épisodes importants, et c'était déjà le cas en début d'année dans le Nord. Donc la question des risques inondations, la question du ruissellement qui se pose et dans lequel l'artificialisation est un phénomène aggravant. La question du climat, artificialiser les sols, c'est générer des gaz à effet de serre et c'est éviter que les sols les captent. Et puis le maintien du potentiel agricole avec tous les enjeux de souveraineté alimentaire. Une fois qu'on a dit ça, ça explique pourquoi cette règle a été mise, en tout cas cet objectif de zéro artificialisation nette en 2050. Ça pose un certain nombre de points qu'il faut préparer, sinon, en effet, ça crée potentiellement une chute de la production de logements. Alors à terme, on n'est pas au ZAN aujourd'hui, hein, on continue sur la même lignée que l'année 2019 à 20 000 hectares par an pour le moment, donc on n'est pas sous l'effet du ZAN sur les questions de chute aujourd'hui de production de logements, mais c'est un sujet d'augmentation du coût du foncier. Qui dit moins de foncier dit potentiellement des augmentations de coût du foncier. Et puis un vrai sujet d'ailleurs qui ressort fortement, qui est les questions de fracture territoriale. Et on le voit que la manière dont cette règle a été intégrée dans la loi pose cette question-là. Ce que ça pose comme question, et vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur le Président, ça pose la question de travailler sur un foncier fini. Jusqu'à maintenant, on avait un foncier, je ne veux pas dire infini, mais donc on se projetait sur de l'extension de l'enveloppe urbaine. Travailler sur un foncier fini, ça nécessite d'anticiper. Ce qu'on sait avec le renouvellement urbain, avec le ZAN, c'est que les projets vont être plus complexes et vont être plus longs. Et donc, si on n'anticipe pas, en effet, on aura l'effet que j'évoquais tout à l'heure de chute de production de logements. Ça nécessite de travailler sur des questions d'efficacité foncière. Alors, on parle beaucoup de densité, mais on oublie qu'on a des secteurs qui sont des fois, d'ailleurs, en zone rurale très denses. Je prends l'exemple de centres-bourgs ruraux. Ils sont globalement denses sur la densité bâtie. Par contre, la densité d'usage, vu qu'il y a beaucoup de vacances, bien souvent, il n'y a pas tant d'efficacité foncière. Et d'ailleurs, sur ces secteurs-là, pour remettre de l'efficacité et donc de la densité d'usage, il faudrait dédensifier à pas mal d'endroits. Pourquoi? Parce que les gens qui vont dans un certain nombre de zones rurales, ils attendent de pouvoir garer leur voiture, même si demain elle est électrique, et puis ils attendent d'avoir un extérieur. Et il y a plein de logements dans ces centres-là où il n'y a ni extérieur, ni potentialité de garer sa voiture. Et donc, redonner de la densité d'usage, ça nécessite des fois aussi de les densifier. On parle énormément de densité bâtie, mais donc ce n'est pas le seul sujet qu'il faut pouvoir évoquer. La question, même si le ZAN pose une brique qui nous questionne sur la manière dont on fait la ville et les territoires, très globalement, la question de mieux utiliser le foncier, ce n'est pas une question nouvelle. Depuis la loi SRU, globalement, on se pose cette question-là. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a des élus ici qui ont supprimé par dizaines des hectares de zones à urbaniser, de zones d'extension dans les différentes
révisions de PLU au cours de ces dernières années. Il faut le dire, beaucoup de ces zones à urbaniser étaient des zones à urbaniser fictives, hein, c'est-à-dire d'ailleurs qu'elles auraient posé problème le jour où quelqu'un avait déposé son permis de construire parce qu'on aurait dû lui amener les réseaux dans pas mal de cas. Donc il y a des endroits où on est plutôt content que personne n'ait rien déposé. Mais en tout cas, un certain nombre étaient fictifs. Mais on est revenu là-dessus et on a connu toute une période d'étapes, la loi Allure, la loi Grenelle d'abord, puis la loi Allure, la loi Elan, tout un tas d'étapes qui nous ont amenés vers le même chemin, qui est de mieux utiliser et de réduire la consommation des espaces. La loi climat et résilience, c'est un point d'étape fort puisqu'on vise une neutralité foncière, et qui dit neutralité foncière nécessite de changer de paradigme sur l'aménagement du territoire, un paradigme qui nous vient de l'après-guerre, dans lequel on a été obligé de faire beaucoup de logements assez vite, de reconstruire les villes, et donc on s'est beaucoup étendu, c'est l'arrivée de la voiture, donc on s'est doté d'espace, et on est resté quand même sur ce modèle-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas re-questionné très fortement, et d'ailleurs c'est pour ça que ça remue la question du ZAN, parce qu'on re-questionne très fortement la manière de faire la ville. Ça nécessite aussi de se poser la question, qui dit zéro artificialisation nette, dit qu'est-ce que l'artificialisation par rapport à la consommation d'espace et qu'est-ce que la renaturation. La consommation d'espace, c'est des espaces agricoles, naturels, forestiers. On étend globalement, ou alors on a des parcelles agricoles dans le tissu urbain, on consomme cet espace-là, il est consommé. L'artificialisation, alors même si par rapport à l'objectif initial de la loi, on a beaucoup édulcoré cette notion-là, et ça pose d'ailleurs des questions sur la manière dont on répond aux enjeux de réduction de la vulnérabilité face au risque, puisqu'on a considéré que tous les jardins étaient des zones déjà artificialisées. Ça pose d'autres enjeux sur la question de l'imperméabilisation et la question de la capacité des villes à être des villes éponges dans les événements climatiques que l'on connaît. Mais donc l'artificialisation, c'est l'intégration que si on consomme une dent creuse, si on bâtit une dent creuse qui était non bâtie, mais qui n'était pas un espace agricole et naturel, eh ben, ça compte. Et cette notion d'artificialisation, elle rentre en ligne de compte à partir de 2031 dans la loi. Ça pose d'ailleurs un certain nombre de problèmes, ce changement, puisque les PLU sont en train d'être refaits aujourd'hui, les SCOT, les PLU, et qu'on change la règle au milieu des PLU. Donc ça pose un certain nombre de questions d'ailleurs, de contentieux à terme, puisque on base sur les questions d'artificialisation une notion sur laquelle aujourd'hui on n'a pas les données de ce qu'on artificialise vraiment. On a les données sur ce qu'on se consomme, mais pas sur ce qu'on artificialise. La question de la renaturation, c'est quand on arrivera, alors c'est de la compensation, c'est aussi une notion qui vise à se dire si demain on consomme de l'espace, il va falloir en rendre à la nature. Alors déjà, la restauration des écosystèmes, c'est quelque chose de très long et de très complexe. Donc globalement, même si on renature, on ne recrée pas forcément des écosystèmes avec une fonctionnalité écologique importante. On le voit très bien, ça fait un moment qu'on compense des zones humides. Déjà, il ne faut pas qu'elles soient trop petites. Et ensuite, quand elles sont grandes, on n'arrive pas à un niveau de qualité écologique et de fonctionnalité écologique de ça. La deuxième chose, c'est que ça coûte très cher. C'est-à-dire que vous achetez un secteur qui est urbanisé, qui vaut quelques centaines d'euros du mètre carré, vous mettez 400 € du mètre carré globalement, hein, et puis pour renaturer, et ça vaut 1 euro du mètre carré. Voilà. Donc le sujet de l'équation financière de la renaturation va faire que globalement on ne va pas renaturer. On va renaturer que sur des sujets très stratégiques, sur lesquels on est prêt à payer la note, la forte note. Donc le sujet du ZAN, c'est quand même de faire dans un environnement fini, puisque la compensation, elle sera sur une toute petite partie. Alors, la loi a été votée, a été promulguée en août 2021. Le compteur était parti avant qu'elle soit votée, puisque c'est janvier 2021. Les documents d'urbanisme, l'une des difficultés de la loi climat et résilience et de son application et des tensions qu'on vit aujourd'hui, c'est que pour faire une mise à jour d'un document d'urbanisme comme ça, il faut 3, 4, 5 ans en fonction de si on est en PLU ou en PLUI. Donc on voit bien que la loi l'a intégré. D'ailleurs, ça a été repoussé par la loi de juillet 2023, puisqu'on a
repousser un peu le timing. Mais vous voyez que en 2028, les documents d'urbanisme seront modifiés, commenceront donc à produire leurs effets en 2029-2030. Et donc, on le voit bien là sur les rapports triennaux d'artificialisation, puisque les premiers ont dû être sortis en août. Donc je pense qu'un certain nombre de communes ont dû les mettre en place. On voit au rapport triennaux d'artificialisation qu'un certain nombre de communes sont déjà à plus de 60% de ce qu'ils ont le droit jusqu'à 2031. On est en 2024, on n'a passé que 3 ans. Donc on voit bien que soit en 2027, on demandera à tout le monde de renaturer, puisqu'il ne restera plus rien, soit on est dans une impasse. Voilà. Donc là, il y a un enjeu assez fort qui est de se dire, on n'a pas eu, le garant du ZAN et de cette première période, on a dit que c'était les documents d'urbanisme, sauf que le temps qu'ils produisent leurs effets, on voit bien qu'on a une difficulté d'aller vers la trajectoire. Si en 2021, on avait dit différemment, on n'avait pas dit c'est les PLU, mais on avait dit quand on va, ça ne fera pas plaisir à certains ici, mais quand on va en extension, l'ATA, elle est plus de 5%, elle est automatiquement à 20%. D'un coup, on aurait eu un impact direct sur la consommation d'espace. Donc on voit bien qu'on se donne du temps et à la fois qu'on n'a pas le temps, puisqu'il y a un objectif de moins 50% sur cette période-là. Ça intègre quand même un certain nombre d'obligations, puisque si les SCOT ne le font pas avant le 22 février 2027, les zones AU des PLU ne pourront pas être ouvertes à l'urbanisation. Et puis, si les PLUI ne tiennent pas l'objectif, aucune autorisation d'urbanisme ne pourra être accordée dans les zones à urbaniser des PLUI. Donc, on voit bien que ça, on a tendance de temps en temps à l'oublier. Moi, j'entends des collectivités qui disent on va laisser passer les choses et puis les délais vont glisser. Comme la mort des POS, ça a mis plus de 10 ans de plus que ce que ça devait. Il y a quand même des effets dans la loi aujourd'hui, en tout cas, assez importants, avec des impacts qui pourraient être forts sur la construction des territoires. J'ai essayé de brosser ce portrait-là. Ensuite, Bertrand l'a indiqué, on est à la 3e édition, le livre blanc Objectif ZAN. Donc celui de l'année dernière, c'était le temps de la mise en action. Cette année, c'est le temps des projets. Et qui s'appuie, je ne vais pas vous faire la totalité de ce qu'on raconte dans ce livre blanc, vous pourrez le télécharger, mais on s'appuie sur une enquête nationale inédite auprès des acteurs de l'aménagement du territoire, et vous verrez qu'on leur a posé un certain nombre de questions. Donc il y a plus de 344 acteurs qui ont répondu. Et puis il y a aussi des entretiens inspirants que vous verrez, et on fait ça avec un certain nombre de partenaires. Le premier élément qui ressort de cette enquête, c'est que 62% des professionnels interrogés considèrent que les enjeux du ZAN sont globalement bien appréhendés par les acteurs de l'aménagement. Donc 2/3, ça fait 4 ans que la loi est sortie, et on appréhende qu'à 62%, que 62% des personnes considèrent qu'on appréhende bien ces enjeux-là. C'est 2 points de moins que 2023, et ça nous indique quand même un point qui est non négligeable, c'est qu'on voit que, vu qu'on est en train de se mettre dans les travaux, on voit bien que les enjeux, on commence à bien voir les enjeux. Je dis souvent, la loi climat, elle a été votée comme un seul homme par tout le monde, et on s'est rendu compte 1 an après de ce qu'il y avait écrit dedans. Donc là, c'est un peu la même chose, on est en train de mettre en place les stratégies territoriales, et on voit qu'il y a un certain nombre de points, de questions qui se posent. La question d'ailleurs, la deuxième question, je ne vous l'ai pas mise là, mais qui a été posée, il y a une question qui a été posée qui était de se dire est-ce que les collectivités sont engagées dans la révision de leurs documents stratégiques et de leurs projets de territoire pour intégrer le ZAN. On a plus de 60% des répondants qui disent que oui, et c'est 32 points de plus que l'année dernière. Donc là, on voit qu'il y a bien eu une vraie mise en mouvement, en tout cas des collectivités, pour tenir les engagements de date que j'évoquais tout à l'heure. On a aussi posé la question de savoir si les professionnels considéraient qu'ils avaient les expertises et les compétences pour répondre aux enjeux évoqués tout à l'heure. C'est 23% qui disent que oui,
Tous les autres disent qu'ils n'ont ni l'expertise ni les compétences, et c'est seulement un point de plus qu'en 2023. Si on continue à ce rythme-là, 50% des acteurs de l'aménagement auront les compétences en 2050. Ça ne va pas faire beaucoup, et ça va être difficile de mettre en œuvre le ZAN. Donc on voit qu'il y a un enjeu très fort de formation, de développer de nouvelles compétences sur les sujets de renaturation, sur les sujets de densification, sur les sujets de surélévation. Didier en parlera tout à l'heure. Et c'est un enjeu massif puisque en 2050, on sera sur un foncier fini et donc il faudra qu'on soit capable de développer ces projets-là. Dernier point que je voulais évoquer, c'est qu'on a posé la question de savoir si les acteurs de l'aménagement voyaient des effets bénéfiques à cette mise en place du ZAN. 45% disent que oui. Alors c'est plus que ceux qui disent que non, puisqu'il y a des incertains. C'est 41% qui nous répondent que non. Mais c'est 5 points de moins que l'année dernière. C'est-à-dire que, alors qu'on avance, alors qu'on devrait commencer à trouver des solutions et voir des effets bénéfiques, on s'engouffre dans l'impasse. Voilà. Et ça, c'est l'enjeu de sortir, puisque j'ai commencé par ça et donc je le redis, il y a quand même des enjeux forts, notamment sur les risques, notamment sur les questions de souveraineté alimentaire ou de biodiversité. Et donc, il faut qu'on arrive à trouver la bonne manière de traduire la règle, mais de répondre à ces enjeux. Voilà, donc quels impacts anticipés? Il ne faut pas se le cacher, il y en a. Il y a eu des projets dans lesquels on a investi, puisque l'aménagement ne se fait pas en un jour. Donc il y a des projets où les collectivités se sont projetées, où des EPL ou des EPF ont acheté des fonciers. Et ces fonciers, soit ils sont remis en cause, soit ils sont étalés dans le temps. Dans tous les cas, il y a un impact économique possible. On a des documents d'urbanisme qui vont être moins malléables. Dans tous les cas, ça, il faut aussi l'intégrer. On va moins pouvoir les faire bouger au gré des projets. On a des coûts du foncier qui, s'ils ne sont pas anticipés, on aura du mal à les encadrer. Des temporalités de projets qui vont globalement s'allonger. Et puis des coûts de l'aménagement qui vont devoir intégrer les coûts de la compensation. Donc, tout ça, c'est des enjeux assez forts qui peuvent avoir des impacts. Et alors, quelles solutions? Et j'en finirai par cette slide. La première, et ce n'est pas qu'à destination des collectivités, c'est d'anticiper, définir, alors pour les collectivités, de véritables stratégies foncières, travailler sur des foncières qui sont capables de travailler sur le long terme. Aujourd'hui, les EPF, ils travaillent sur 5-8 ans maximum. Demain, il faut qu'on soit capable de travailler sur 15-20 ans. Il faut qu'on prépare aujourd'hui les sujets de 2040. Et donc, c'est d'autres modèles économiques. Ça nécessite qu'on monte d'autres outils qui sont capables de faire ça. C'est anticiper aussi pour les grandes foncières et puis les propriétaires industriels, puisque j'ai peu parlé du sujet des zones d'activité, mais il y en a beaucoup qui arrivent à saturation. Il y a des questions de foncier économique qui se posent, et donc de réinvestissement des fonciers existants. Et donc c'est aussi pour les foncières ou les industriels qui ont des fonciers de pouvoir se projeter et de regarder aussi comment ils contribuent à cet enjeu foncier de remobilisation et d'une meilleure efficacité foncière que j'évoquais tout à l'heure. Ça nécessite de coopérer. Je n'ai pas évoqué, j'aurais pu le faire, je fais juste une incise ici. Les freins aujourd'hui qui sont soulevés dans notre étude sur le ZAN. Je disais que les gens voyaient moins d'effets bénéfiques. Les freins qui sont soulevés, le premier frein, c'est les questions de fiscalité. Il n'y a pas de fiscalité du ZAN et il n'est pas financé. Ça, c'est le premier frein qui est soulevé. Le deuxième frein, c'est les tensions politiques entre les territoires qui se fait ressentir. Et donc, si on n'est pas capable de coopérer, le ZAN ne se fera pas à une échelle communale. Il se fera parce qu'il y a des péréquations et des équilibres. Et donc ça, c'est un enjeu extrêmement fort. Il faut sortir de la posture concurrentielle, rentrer dans une posture partenariale. Il faut arriver à faire travailler les complémentarités territoriales, construire des péréquations entre le rural et l'urbain. Donc il y a des forts enjeux autour de ça, puisque c'est comme ça qu'on mettra en place le ZAN. C'est de sortir d'une posture qui a pu être pour les collectivités un peu subventionnelle à une posture d'investisseur stratégique. Il y a des choses qui devront se faire avec les collectivités. Et si elles ne s'en saisissent pas aujourd'hui, il ne restera que les fonciers déficitaires, les sujets très difficiles à sortir. Et donc, il va falloir mettre en place des sujets partenariaux.
La fiscalité, alors vous allez me dire, c'est un sujet national. Ce n'est pas qu'un sujet national. Les collectivités ont une vision aussi sur les valeurs locatives et peuvent faire bouger les valeurs locatives pour avoir une fiscalité plus forte sur les fonciers en extension et moins forte sur les fonciers en renouvellement. Et puis, on a des enjeux, et là, ça associe tout le monde, de massification du renouvellement urbain, de porter, je n'en parlerai pas parce que ça va être dit par ma collègue tout à l'heure, sur les questions de dissociation bâti-foncier. Donc je ne l'évoquerai pas, mais comment on a déjà une meilleure vision, et ça Didier en parlera, du foncier invisible, et donc de nos capacités de densification, qu'on a tendance à oublier. Et donc ça, il y a un enjeu autour de ça, pour arriver à massifier. Et puis, il y a un enjeu aussi de créer les conditions que le ZAN ne soit pas perçu, et ça va avec la coopération, par certains territoires, comme l'impression que la seule destinée est une mort lente. Et donc ça, c'est un vrai sujet de réinvestir, d'être en capacité de construire les capacités de réinvestir la vacance dans les territoires où les marchés sont détendus et où le prix de la réhabilitation coûte plus cher que le prix du logement réhabilité sur le marché. Et donc, ça revient à ces questions de coopération, de péréquation nécessaire, qu'il faut arriver à mettre en place pour que chacun ait à jouer sa partition dans la mise en œuvre du ZAN. Voilà, je vous remercie. Est-ce que vous avez déjà des questions à ce niveau-là ? Je voudrais simplement apporter une vision de territoire. Parce que là, vous avez été, bien sûr, très généraliste, ce qui est normal. Vous avez parlé de la dimension nationale. Bon, tout d'abord, dire que les maires, en règle générale aujourd'hui, à travers la zéro artificialisation nette, zéro d'ailleurs, fait peur. Je crois que c'est une interprétation qui n'est pas en adéquation avec la possibilité de mettre ça en place. Je crois que les maires ont été surpris en 2021 d'avoir cette loi qui tombe comme ça, sans savoir au demeurant ce que ça allait donner. Les maires, premièrement, et vous l'avez dit tout à l'heure, je trouve que le législateur n'a pas regardé exactement la dimension territoriale qu'il pouvait y avoir sur cette mise en place du ZAN. Pour revenir sur le Scott-Stuttgart, qui fait 380 000 habitants, donc 6 EPCI, 82 communes, on part de Nîmes à la mer. Il faut savoir que le chiffre n'est pas de 50% de réduction, il sera de 60%. Qui a ordonné cette démarche-là? C'est la région à travers le Stradet, sur lequel on entend encore, bien sûr, certains chiffres importants. Mais dans les 13 départements d'Occitanie, vous allez avoir une variante importante entre la réduction sur certains départements, comme le Tarn, comme le Gers, qui sera de 40%, et nous pratiquement à 60%. Donc il est vrai que dans un premier temps, ça nous a choqués et perturbés, puisqu'on déclarait finalement, on entendait la région, que les départements qui avaient peu fait de logement, peu fait d'économique, étaient plus vertueux que ceux qui avaient mis en place des projets, une dimension qui pouvait mettre en place aussi quelque part des territoires forts, fort pouvoir d'achat. Aujourd'hui, nous sommes dans l'expectative, on n'a aucun chiffre qui a été donné par le Stradet. On est en attente, nous les élus. Et ce qui pose quand même une interrogation forte de savoir de quelle manière on va pouvoir répartir. Vous parliez tout à l'heure des répartitions, c'est très simple. Comment ça va se passer? On parlait, en règle générale, le Scott-Stuttgart va avoir 1% de moins à répartir que ce qu'il a pu faire entre 2011 et 2021. Ces 3 dates sont importantes. 2011-2021, ce que vous avez consommé. Après, la deuxième date, c'est 2021-2024. À titre d'exemple, vous le disiez tout à l'heure, la plupart des hectares ont été consommés. L'hectare qui a été mentionné par le Sénat à un moment donné en disant 1 hectare à chaque cité, à chaque commune. Sur l'agglomération, on a fait déjà la tendance. Sur les 39 communes, il y a 35 qui ont mangé l'hectare. Donc déjà, il disparaît. Donc entre 2011 et 2024, vous allez avoir une consommation qui sera assez forte. Il va nous rester entre 2024 et 2031
une consommation à se répartir. Et il faut savoir que cette répartition, elle va se faire au niveau des différentes métropoles, la communauté de Terre d'Argence, Terre de Camargue, donc le littoral, Petite Camargue, donc tout ce qui est Vauvert, Seine-Nord-Andégouse, Terre de Sommières, et derrière Galargue, Nivis-Vidourle. Donc vous voyez, ça va être un débat important parce qu'il va y avoir une répartition par EPCI et chaque EPCI répartira dans les communes. Ce qui veut dire que souvent les projets que les maires auront portés se verront peut-être diminués à travers la contrainte de surface qu'ils auront. Vous voyez le débat qu'on va avoir entre nous. On va se partager quelque chose qui est aujourd'hui très contraint. Pour aller dans ce sens et pour faire au mieux, nous avons lancé des études éviter, réduire, compenser. Ces études-là vont nous permettre, on a déjà fait au niveau de Nîmes Métropole, en tant que président VP à l'aménagement, on a déjà lancé, ce qui va nous permettre aussi pour les porteurs de projets de savoir où seront les compensations et où on pourra derrière mettre en place finalement des projets structurants, que ce soit du logement, que ce soit de l'équipement public et en même temps que ce soit de l'économique. Derrière tout ça, nous avons mis en place aussi une analyse des friches qui nous restaient. C'est important parce qu'elles sont hors ZAN. Ce qui veut dire que si nous arrivons les uns et les autres déjà dans nos communes respectives, si on l'a fait au niveau de l'agglo, on est en train de remonter les chiffres. Il faut le faire au niveau des autres EPCI. On saura déjà où pouvoir s'installer. Et ça, c'est important parce que dans la durée, lorsqu'on monte un projet, vous le savez très bien, c'est entre 5 et 10 ans, globalement. Avec les normes qui sont en France et qui sont compliquées, c'est entre 5 et 10 ans. Déjà, si un promoteur, un aménageur, un porteur de projet veut s'installer, il saura où aller. Ça, je dirais que l'effet du ZAN a été bénéfique pour nous parce que ça nous a permis d'avoir une lisibilité aussi sur le territoire. Mais malgré ce, je suis de ceux qui pensent d'abord que le ZAN, la difficulté, c'est de l'installer entre l'urbain et le rural. Ça va être compliqué, on en parlera tout à l'heure, mais vous verrez que la dimension n'est pas la même en termes de philosophie. Et souvent, c'est plus compliqué parce que nos villages ne sont pas pensés comme les villes. Et puis, ce qui est important à dire, et moi j'en reviens aussi, c'est pour ça que je ne suis pas contre le ZAN, mais je suis pour son amélioration. La Fondation Jean Jaurès a quand même déterminé aujourd'hui que 8 Français sur 10 voulaient avoir une petite maison avec un petit jardin. Et quand on nous dit, et quand on écoute l'État, qui nous dirige vers de la surélévation, on peut se poser des questions. Tout ça sont des questionnements que nous, les maires des communes, nous faisons aujourd'hui. Parce que, comme vous l'avez dit, ça va être très compliqué de mener les choses. Il y a des outils importants aujourd'hui. Vous avez cité vous êtes à la SPA Lagat, et moi, je du travail que vous faites encore aujourd'hui. Moi, je voudrais citer aussi l'EPF, puisque je suis au bureau de l'EPF, et nous travaillons en parfaite complémentarité sur les dossiers. Julien, tu le sais, Porte Ouest, entre autres, et Marché-Gare. Je crois qu'on est en train de travailler ensemble sur ces dossiers. Et ce portage financier des projets permet aussi aux collectivités de ne pas le supporter. Donc, il y a plusieurs outils, je voudrais dire à travers ça, mais le ZAN va être compliqué de mettre en place, parce que 2031, c'est 50% de moins qu'il va falloir faire jusqu'en 2041. Alors, on peut se poser des questions de quelle manière on va pouvoir mettre en place des projets. Parce que lorsque vous aurez une entreprise qui viendra, qui ne trouvera pas de foncier en adéquation, où elle va aller? C'est les bonnes questions, parce que l'économique aujourd'hui, c'est quoi? Finalement, c'est de l'activité, c'est de la production, c'est du pouvoir d'achat. Donc, moi, j'aurais apprécié que le législateur, quelque part, se projette avec les effets indirects qu'on pourrait avoir. Et aujourd'hui, on en est très loin. C'est pour ça que je pense que si le Premier ministre a souhaité faire, on ne va pas enlever la loi ZAN, ce n'est pas possible, comme la loi SRU, ce ne sera pas possible, mais la réaménager et la reconstruire avec les acteurs du territoire, parce qu'elle n'a pas été faite avec les acteurs du territoire. C'est ça qui est désolant. Aucun territoire ne se ressemble. Et là, aujourd'hui, il nous impose des choses sur lesquelles on pourra se positionner difficilement. Donc voilà ce que je voulais dire à travers votre présentation, qui était très, très intéressante. Mais je voulais apporter, moi, ma vision locale, parce que j'y suis dans le territoire avec mes collègues, on y est tous les jours. On sait très bien qu'on révise le SCOT aujourd'hui. Il
faut savoir que le SCOT, chez nous, il a été opposable en 2019. Ça veut dire qu'il est exécutoire en 2019. Avec le ZAN, il faut le refaire complètement. Donc, on a réinvesti encore du financier dans le SCOT. Il faut savoir qu'un SCOT, c'est 850 000 euros. On a dépensé 850 000 euros jusqu'en 2019. On redépense 850 000 euros encore cette fois-ci. Mais que derrière tout ça, à travers le SCOT, on va avoir une dimension à mettre en place des projets qui seront compliqués parce que derrière, vous le disiez, il va falloir avoir une coopération entre PCI et communauté de communes. Et ça, cette vision-là, il va falloir qu'on s'y attache pour le faire. Voilà. Donc compliqué, j'aurais aimé finalement que ça se mette et que ça se traduise autrement au niveau de notre territoire, parce qu'aujourd'hui, même si on va avoir des chiffres qui vont arriver très vite, puisque sur les métropoles, on a quelques chiffres qui arrivent sur 2021-2031, et on va avoir la base hors sol en 2030, pour 2021-2024, on saura vraiment de quelle manière on pourra mettre ça en place. D'ailleurs, j'ai dit à Bertrand, on a fait une réunion il y a quelques mois là-dessus, on la reprojettera pour les acteurs du territoire, mais voilà, je crois que ça va être compliqué, parce qu'il va falloir faire comprendre aussi aux maires, aux aménageurs aussi, que ce ne sera pas aussi facile que ça, et que derrière un territoire contraint, il va falloir faire les bons choix. Voilà. Merci. Ça me permet peut-être juste de tenir une promesse que Bertrand a faite et à laquelle je n'ai pas répondu, qui était c'est quoi les évolutions à venir et les sujets autour du ZAN. En effet, vous l'avez dit dans les points que vous avez évoqués, l'un des gros problèmes du ZAN, c'est qu'on réduit la question du projet de territoire et de l'urbanisme à une équation. On ne parle plus que de chiffres. Et c'est un problème. C'est un problème parce que ça pose des enjeux de mobilité. Je crois que Didier en dira un mot. Ça pose plein d'autres enjeux et on ne fait pas un projet de territoire en répondant à 3 indicateurs, puisque vous en avez parlé aussi. Les indicateurs que l'État regarde, c'est la consommation d'espace, les 25% de la SRU pour ceux qui sont concernés, et puis le taux de logement vacant. Voilà. Et on ne fait pas un projet de territoire en regardant un compteur de voitures avec 3 indicateurs. Ça, c'est la première chose. Donc sur les évolutions, quelles sont-elles ? Je l'ai quand même dit dans ma présentation, ça va être compliqué de tenir 2031, et ça va être, et j'ai envie de dire, tout le monde devrait se détendre sur 2031, parce qu'on ne l'atteindra pas. On ne l'atteindra pas parce qu'on n'avait pas les outils pour l'atteindre, et qu'on n'a pas créé les conditions. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aurait eu des choix de fiscaux, il y aurait eu d'autres choix, on aurait eu un impact du jour au lendemain, ou presque, sur la consommation d'espace. Ça n'a pas fait, et d'ailleurs, on regarde, sur ces 3 dernières années, on est à 20 000 hectares, donc plus ou moins. Donc on a une stabilisation, ça c'est un vrai sujet. Alors quelles sont les évolutions ? Il y a un an, les sénateurs ont essayé de se dire, en fait c'est homogène partout, puisque les SRADET ont du mal à se mettre d'accord politiquement, donc globalement on risque d'avoir de l'homogénéité partout, alors que lors de la commission mixte paritaire en 2021, le sujet de dire il faut territorialiser le ZAN, c'était ça qui était ressorti, et donc on a dit c'est au SRADET le faire, puis au SCOT, puis au PLU. On voit bien que dans les faits, on regarde les tensions, des difficultés d'atteinte de l'objectif, on a du mal à faire cette territorialisation. Donc ils ont dit on rajoute 1 hectare, alors vous disiez qu'il y a un certain nombre de communes qui les ont déjà mangés, mais 1 hectare pour les communes rurales. Alors il y a eu tout un débat d'ailleurs sur ça rajoute 30 000 hectares, puisqu'il y a 36 000 communes, donc en fait on fait remonter au lieu de faire descendre. Le sujet, c'est qu'on n'a pas enlevé le moins 50%, et on voit bien les problèmes du droit à l'hectare. Il y a des territoires où appliquer une règle vise à contrevenir à l'autre. Ça, c'est un vrai problème juridique, déjà. Donc, il y a ce premier point qui est vraiment un problème juridique. Les 2 règles s'appliquent. Donc on a le droit à 1 hectare, mais à la fin, on doit faire moins 50%. Il y a des endroits où ça ne marche pas. Il y a d'autres endroits où ça marche tout juste. Mais la ville-centre, elle a 1 hectare aussi. C'est comme les autres, puisque tout le monde veut son hectare. On atteint les moins 50%. La ville-centre, elle a aussi 1 hectare. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième sujet qui pose problème lié à ça. En fait, ce qui pose problème dans ce travail-là, c'est qu'on ne pilote qu'avec du chiffre. Et encore une fois, le 1 hectare de garantie communale, ça ne fait pas du projet. Encore une fois, on ne s'occupe
que de la question du chiffre. Donc ça, c'est un problème. Je pense que ça a été compris là dans les discussions qu'il y a. Moi, en tout cas, c'est ce qu'on a dit à la commission, on verra ce qui score. Moi, je pense qu'il y a un travail, et on l'a vu pour les enjeux évoqués tout à l'heure, de trajectoire vers une neutralité foncière. Je pense que l'artificialisation telle que la règle est définie, c'est une usine à gaz. Je pense que déjà, si on avait une neutralité de consommation des NAF, ça, on aurait déjà bien avancé. Mais ça, c'est un sujet très technique, puisque la règle de l'artificialisation, je ne vous ai pas mis le tableau du décret, mais c'est vraiment une usine à gaz. D'autant plus qu'on a enlevé l'intérêt de la notion d'artificialisation, je le disais, en considérant que tous les jardins étaient artificialisés. Donc à partir de là, la notion d'artificialisation avait perdu de son intérêt. Donc il y a ce sujet-là, et moi je pense qu'il faut que les territoires travaillent sur une trajectoire, sur leur trajectoire, contractualisent ensuite cette trajectoire, qui s'adapte au contexte territorial, puisque quand on est sur des communes qui sont soumises au recul du trait de côte, quand on est en commune de montagne, quand on est sur des territoires où il n'y a que des territoires ruraux, quand on est sur des métropoles, on a des caractéristiques différentes. La difficulté du moins 50%, c'est qu'on inscrit dans le marbre les dynamiques passées pour les dynamiques futures. Ceux qui ont beaucoup consommé, ils ont le droit de continuer à consommer. Moins, 50% de moins, mais ils ont le droit. Ceux qui n'ont rien consommé, la moitié de rien, c'est moins que rien. Et donc, eux, ils consomment rien du tout. Voilà. Et donc, c'est une vraie difficulté sur cette application-là. Et donc, il faut bouger ça. Moi, je pense que les enjeux liés à la neutralité foncière sont des vrais enjeux. On va atteindre le pic démographique, les sujets quand même de réinvestissement des friches, et vous avez raison de l'avoir dit. Il y a des acquis à cette loi climat, et je pense qu'elle a permis, le fait d'avoir cette règle dure a permis de revoir la manière dont on a aménagé, je le disais tout à l'heure. Et par contre, aujourd'hui, il faut réappliquer une règle qui fait que le problème du moins 50%, je vais vous donner juste une image et j'en terminerai par là. C'est comme si on vous disait d'aller courir un 100 mètres et que vous avez 10 secondes pour le faire. On a donné le top départ, vous n'avez pas encore enfilé ni le dossard ni les chaussures. Voilà, il vous reste 2 secondes pour faire les 100 mètres. Et donc, il y a plein de gens qui se disent moi, je vais à la douche. Je n'essaye même pas, puisque ça ne sert à rien. Voilà. Merci Timothée. On voit que finalement la difficulté, c'est la mise en œuvre de la règle. Juste 2 chiffres, parce qu'ils sont issus de votre livre publié récemment. 300 000 logements nécessaires par an, neufs par an à échéance 2050. Donc c'est aussi un autre enjeu. Et puis, vous évoquez dans vos publications que 2/3 des collectivités ou des EPCI sont incapables de répondre à des demandes d'implantation d'entreprises faute de foncier disponible. Donc, on voit que finalement, c'est des enjeux paradoxaux et difficiles à prendre en compte. Et bien, Clémence, charge à vous de nous rendre le moral. Je retiens. Bonsoir à tous. Je vais prendre la suite. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à vous remonter le moral. En revanche, on va avoir une autre approche dans cette présentation. Je vais plutôt me concentrer sur des logiques d'acteurs et de produits. Puisque quand on parle de tous ces enjeux de ZAN, on l'a vu, il y a des enjeux de planification, de beaucoup de chiffres, vous en avez parlé, mais de réglementation finalement. Mais en fait, tout ça, ça parle de quoi? Ça parle aussi de comment on construit les logements demain. On vient de le dire. Les logements, le foncier économique également, mais là, on va peut-être se concentrer un peu sur les logements. Je vais revenir un petit peu sur le contexte dans lequel on s'inscrit, parce que le ZAN, ça fait un moment qu'on en parle. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'on est quelque peu au milieu d'une crise immobilière un peu importante. Et en fait, c'est tout ce contexte-là qui nous invite à nous poser des questions, qui provoque aussi des questions. Ça, c'est un peu l'opportunité de la crise, certainement,
pour trouver des solutions. Donc, on va parler de quelques outils concrets qui existent pour traiter de ce sujet foncier. On va aussi parler du contexte dans lequel on s'inscrit aujourd'hui dans tout ça. Décidément. Merci. Donc, les enjeux un peu concrètement. En fait, on a... alors, pardon, je voulais commencer par ça, avant de vous parler du reste. Le contexte dans lequel on s'inscrit. Quand on parle de produire du logement, il y a évidemment la question, il y a deux pendants, il y a la question du foncier et la question de l'immobilier. On s'inscrit dans un contexte aujourd'hui qui nous contraint de fait extrêmement et qui, de fait, intègre le foncier là-dedans. Quand on parle de foncier, en fait, au-dessus, il y a toutes ces couches-là qui sont à prendre en considération. Je dis ça à ce stade-là de la présentation parce qu'en réalité, lorsqu'on parle des outils pour maîtriser le foncier, on parle aussi de pourquoi on veut maîtriser le foncier. Et un des grands sujets, c'est pouvoir construire du logement accessible, abordable, en fait, pour loger les gens, concrètement. Sauf qu'on se trouve dans ce contexte-là de la production de logements. Je vais le passer rapidement, mais ça nous permet quand même de revoir un petit peu concrètement pourquoi on parle comment on met en relation aussi le foncier et les logements. On s'intègre aussi dans ce qu'on appelle nouveau référentiel de marché. En fait, à chaque crise, on ouvre une nouvelle ère. Et on a l'ensemble de ces facteurs. C'est des raccourcis, évidemment. Il y a beaucoup plus de nuances à chaque fois. Mais concrètement, c'est l'équation dans laquelle on se trouve. On a une croissance des prix importante de l'immobilier. En fait, on n'a jamais connu de baisse des prix de l'immobilier depuis des années. Donc en fait, il faut bien avoir en tête que les répercussions sur le foncier, c'est aussi qu'on a toujours construit des outils et une projection en se basant sur le fait que le marché immobilier est porteur, est à la hausse. On a aujourd'hui, en fait, de l'immobilier qui baisse un petit peu, y compris sur le neuf. On a des difficultés d'accession à la propriété. Vous n'êtes pas sans le savoir, on a une hausse brutale des taux d'intérêt. Alors, les taux d'intérêt ne sont pas élevés en tant que tels si on regarde dans le rétroviseur. En revanche, ils sont augmentés très rapidement. Et c'est ça qui a un peu bloqué la machine, qui a grippé la machine, versus des prix qui, eux, continuent d'augmenter. De fait, on a un problème de commercialisation, d'écoulement, en tout cas, on grippe le marché immobilier. Quand on dit tout ça, on grippe l'ensemble du marché immobilier. L'accession, la location, tout le monde est concerné, puisqu'on parle bien évidemment de parcours résidentiel. Donc on a des ménages qui n'arrivent pas à acheter, et on a en parallèle des difficultés pour produire le logement. La hausse des coûts de travaux, etc. Et surtout, Timothée en a un peu parlé, mais lorsqu'on dispose d'un terrain, lorsqu'on dispose d'un foncier, il y a tous ces éléments-là qui se cumulent pour aboutir à un projet final. Donc on a le prix du foncier, sa maîtrise, évidemment, et ensuite, par-dessus, on met les différentes exigences pour répondre à la demande en besoin en logement, les coûts de construction qui ont fortement augmenté, je ne vous apprends rien non plus, et puis tous les enjeux programmatiques sur un projet. On a aujourd'hui des nouvelles donnes qui sont en train de se présenter, ce contexte-là de marché, et puis des choses qui sont plus de long terme également, et notamment la disparition du Pinel. Ça fait quand même un sacré nombre d'années aujourd'hui qu'on n'a pas vécu un marché de la production de logements neufs sans produits défiscalisants. Ce qui veut dire que demain, les péréquations sur les programmes, et donc en regard tout ce qu'on va pouvoir imaginer sur les fonciers qui sont visibles ou invisibles, ne tourneront pas de la même manière. Donc ça, c'est là-dedans qu'on se situe. Et là-dedans, dans les solutions, on a en fait, et vous le verrez, c'est un des enjeux pour cette question du foncier, on a en fait beaucoup de solutions qui sont aujourd'hui un peu court-termistes, nécessairement, face à une crise, qui reposent sur l'action publique et sur aussi des finances publiques. Bon, ça c'était la partie réjouissante, évidemment. Ce qui veut dire que ça, c'est le contexte de marché pour créer du logement neuf. Et ça, on y pense beaucoup sur un foncier, évidemment, libre. Sauf que tous ces éléments-là de contexte, dans lequel donc, on se trouve, se reposent aussi sur, avec un autre effet ciseau, un autre facteur, la question justement de cette utilisation du foncier auquel le ZAN nous confronte de manière assez forte, évidemment. Là-dessus, donc, on a ce qu'on peut appeler donc un changement de paradigme, ou comme on veut, mais l'effet ZAN nous invite nécessairement à nous reposer la question justement de ces fonciers. Donc on a les fonciers libres qu'on connaissait, sur lesquels il y a déjà toutes ces contraintes-là qui se posent,
Mais on a aussi la question de l'investissement de nouveaux fonciers. Je mets évidemment des guillemets, puisqu'on a un certain nombre de ces nouveaux fonciers qui ne sont pas si nouveaux, hein, et des pratiques qui datent, évidemment. Là-dedans, on pense à la densification, à la surélévation, au recyclage urbain, à la transformation des usages, transformation de bureaux en logement par exemple. Et donc là, on a encore d'autres enjeux, d'autres défis qui se posent à nous lorsqu'on veut traiter de ces fonciers-là. L'un d'entre eux, de ces usages, c'est bien évidemment la maîtrise de ce foncier-là. L'autre enjeu, c'est aussi le coût, c'est-à-dire comment on arrive à imaginer des équilibres financiers qui permettent de faire tourner une opération, de créer du logement, en prenant les contraintes qu'on vient de se dire, et puis les contraintes également de ces fonciers-là. Évidemment, comme je le disais, ils ne sont pas nouveaux. Quand on parle de densification, on pense à la densification pavillonnaire, par exemple, le BIMBI, etc. C'est des choses la densification pavillonnaire qui ne date pas d'hier. Un des enjeux concrètement pour répondre à cette question et auquel invite fortement Lausanne, c'est de structurer l'ensemble de ces enjeux. Ok, la densification pavillonnaire, on en fait, ça permet de développer de trouver de nouveaux fonciers, de développer des projets. En revanche, ce qu'on veut éviter, c'est que ça soit fait de manière sauvage, on va dire, densification pavillonnaire sauvage, en tout cas pour pouvoir s'assurer que le cadre de vie et les projets se font de manière viable, cohérente et souhaitable. Donc là, aujourd'hui, on le voit, un ensemble de contraintes auxquelles on s'oppose, un enjeu à aller maîtriser, à aller, en tout cas, ne serait-ce qu'identifier l'ensemble de ces nouveaux fonciers, parce qu'on va devoir aller là-dessus, de fait. Et un des premiers enjeux concrets, c'est donc la structuration de la maîtrise de ces fonciers et quels outils on peut utiliser pour ce faire. Je ne suis pas du tout bonne avec cette zapette, hein, mais bon, vous m'excuserez. Donc, ça, on a vu le nouveau référentiel de marché, les nouveaux fonciers, entre guillemets, sur lesquels on va aller. Et en réalité, pour l'ensemble des acteurs dont on parle ou qu'on a évoqué, une nouvelle chaîne de valeur. On va devoir se repositionner, tous les acteurs qui sont ici notamment, se repositionner dans une chaîne de valeur. Donc ce qui est important à retenir, c'est dans les challenges, les défis qu'on évoque depuis tout à l'heure, on l'a bien vu, il y a une question donc, de structuration, d'identification des fonciers, mais également de nouveaux acteurs. Encore une fois, il y a des acteurs qui étaient là depuis un moment, mais on va devoir travailler avec d'autres acteurs, et certains acteurs vont devoir travailler différemment, avec plus d'amplitude. Donc là, c'est un petit peu toute la chaîne de valeur un peu classique du foncier vers l'immobilier, vers les produits immobiliers et dans leur vie, hein, dans l'ensemble, et avec les différents acteurs qu'on connaît assez classiquement, les collectivités, les aménageurs, les promoteurs, investisseurs, etc., etc. C'est assez schématique, évidemment, et il en manque beaucoup, évidemment aussi. Mais ça semblait un peu plus digeste comme ça. Simplement, l'idée principale, c'est de se dire que là où, dans la partie noire, vous voyez où intervenaient les acteurs, la question, c'est que face aux défis qu'on connaît là sur le foncier, il va falloir potentiellement, et c'est déjà le cas, que l'intervention se fasse plus en amont ou plus en aval dans la chaîne de valeur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un promoteur, par exemple, se pose des questions sur comment est-ce que je peux intervenir plus en amont, comment je réfléchis à la programmation, comment je réfléchis à la maîtrise foncière, comment je dialogue avec les collectivités, les aménageurs sur ces questions-là, pour pouvoir intervenir plus amplement, puisque on passe en fait, dans cette réflexion-là, la valeur en fait change un petit peu d'endroit. La valeur avant était portée sur l'actif, les murs, ce qu'on construisait. De fait, là, dans ce changement de paradigme, la valeur passe sur le foncier, sur l'ensemble du projet. On change un petit peu ce paradigme. Ça veut dire donc qu'il faut que l'ensemble des acteurs puissent intervenir à des endroits où se crée la valeur. C'est en fait, plus que le foncier, c'est l'usage en fait. Donc, avant, on construisait, la valeur se faisait par la construction. Là, ça va être l'usage. Quand je dis tout ça, ok, bon, ce sont des jolis concepts, hein, que la valeur se porte sur l'usage, mais ce que ça veut nous dire concrètement, c'est qu'il ne s'agira plus forcément simplement d'avoir un foncier, de pouvoir y construire quelque chose et que ça crée de la valeur, mais si on veut pouvoir continuer d'avoir de la valeur sur l'usage, il faut que notamment la maîtrise foncière et du projet se fasse dans un temps plus long. Ça veut dire donc
pour nos enjeux un peu concrets, de pouvoir porter du foncier un peu plus longtemps et potentiellement de pouvoir porter du foncier durablement. Et ça, c'est un des enjeux pour répondre à nos questions. Alors, toujours pas. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire une fois qu'on s'est dit tout ça? Donc le référentiel de marché qui change, des nouveaux fonciers à maîtriser, et tout ça pour construire donc du logement qui puisse répondre aux besoins des ménages. Ça veut dire que là-dessus, un certain nombre d'outils existent, se développent pour pouvoir en fait travailler sur cette valeur d'usage. Et donc on passe finalement d'une logique où il y avait un opérateur, un ménage, à une logique finalement beaucoup plus triangulaire, où il y a un opérateur, un tiers et un ménage. Puisque ce tiers vient en fait à la fois travailler sur la maîtrise du foncier, vient également permettre et c'est là aussi où on voit que c'est par ce prisme-là souvent qu'on y entre, vient aussi permettre un nouveau équilibre financier dans une opération, pour permettre justement au ménage, c'est la finalité, d'acquérir son logement. Je m'explique. Dans l'ensemble des outils qu'on distingue ici, là, c'est une entrée par la logique d'acteurs et de produits. On a donc notre ménage donc, qui veut acquérir, l'opérateur, le tiers. Je vais reprendre. Dans cette logique, on a énormément en fait, d'intervention d'un tiers qui est souvent une foncière, un porteur du foncier ou des outils qui permettent de faire intégrer ce tiers-là. En fait, on vient maîtriser, ça permet d'une part de maîtriser le foncier et de le maîtriser durablement. Donc là, on répond à l'enjeu du ZAN qui est de pouvoir faire avec un produit fini. Donc on va plus s'en séparer pour une fois que la valeur est créée, mais on va le garder dans le temps. Ça, c'est l'intervention du tiers. Et l'autre enjeu, c'est de pouvoir trouver des façons d'équilibrer financièrement les projets, puisque vous l'avez vu, dans le contexte dans lequel on se trouve, l'enjeu, ça va être d'équilibrer les projets pour pouvoir sortir notamment des logements qui puissent se vendre auprès des ménages et donc être relativement abordables. Donc ces outils-là, ils sont de plusieurs ordres, et notamment, ça va être tous les outils de démembrement. Donc on ne va pas rentrer dans toutes les considérations très juridiques, très techniques, mais essentiellement, ça va reposer sur des baux amphithéotiques qui impliquent donc, un propriétaire, notamment la collectivité, qui va céder des droits à un preneur de bail, qui lui va soit s'engager à construire et pouvoir exploiter l'usage de ces logements-là, soit prendre l'usage tout simplement du logement. Et donc là, on retrouve tous en fait, les outils qui sont évoqués. Si vous voulez, on pourra en parler plus en détail, mais j'essaye d'être synthétique. Tous les outils donc, de BRS, de PSLA, etc., qui permettent comme ça, dans la maîtrise du foncier, de sortir finalement le poids du foncier au moment de l'investissement premier de l'équation. Je ne sais pas si vous voulez que je rentre plus dans le détail ou si vous voulez que je m'arrête ici, parce qu'après on peut aller loin dans la différenciation de tous les baux amphithéotiques, mais je ne sais pas s'il est l'heure. Est-ce que vous voulez qu'on rentre sur un débat sur la différenciation des baux amphithéotiques? Je ne suis pas sûr. Non, peut-être la question, c'est que finalement, ça s'inspire de droit anglo-saxon ou de pays nordiques, finalement, avec les notions de démembrement. Est-ce qu'aujourd'hui, les opérateurs... Moi, je me pose plus souvent la question psychologique des investisseurs sur la capacité, avec ce qu'on connaît dans le droit français, l'attachement au sol, d'avoir à suivre cette politique-là. Alors là, il y a deux points de vue. Il y a le point de vue de l'acquéreur, donc dans le cadre notamment du BRS en premier lieu, dont on entend beaucoup parler, où finalement, on se rend compte que dans des marchés extrêmement contraints, ce qui compte, c'est de pouvoir accéder au logement. Et finalement, dans les marchés extrêmement contraints, parce qu'on a commencé à intégrer du BRS évidemment dans les métropoles où les prix étaient extrêmement élevés, ça a fonctionné puisqu'on se rendait assez vite compte de l'avantage de pouvoir se loger à moindre coût à des endroits stratégiques.
Le deuxième point, c'est qu'en fait, là, la difficulté quand on se confronte à ça, c'est notre attachement évidemment au foncier. Dès lors qu'on est en collectif, la question se pose un petit peu moins. Vous n'êtes jamais posé la question en achetant un appartement ou en étant en location de vous dire mince, mais est-ce que ce bout de pelouse, il est à moi ou pas? Je caricature, mais en fait, il y a des endroits où la question se pose un petit peu moins. Et c'est l'autre sujet, c'est qu'on passe là, je l'ai dit, des années où le marché était porteur, où les prix étaient haussiers, où donc on a réfléchi en acquisition en se disant je vais faire une plus-value. C'est la première question qu'on vous pose presque quand vous dites j'ai acheté un appartement à tel endroit, super, tu l'as acheté à quel prix, est-ce que tu vas faire une plus-value? En fait, c'est fini, ça, cette question-là. Alors, bien évidemment, il y a encore des endroits et il y a des super opportunités dans des quartiers en transformation, évidemment, je caricature. Mais la question, ça va être surtout de se dire, être propriétaire, c'est pouvoir capitaliser. Ça, on l'a un petit peu oublié. Et le BRS, ça permet ça permet de capitaliser. En revanche, évidemment, le BRS, on n'en fera pas partout, à n'importe quel prix, à n'importe quel endroit, avec n'importe quel produit. Donc, à chaque fois, évidemment, à chaque projet, il faut porter une réflexion un peu fine. Merci Clémence. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Eh ben, on va appeler Didier. Ah, il y en a, pardon. C'est justement une question peut-être pour Bertrand. Parce que quand on voit la présentation et le détail de la loi, enfin de la ZAN, on se rend compte que l'aménagement et la planification du territoire va devenir quasiment 100% public. Donc, de quelle manière va se renforcer le rôle de... Alors, si là, on parle à l'échelle de l'ASPL, comment vous anticipez cette implication forte? Parce qu'en fait, on voit que la deuxième échelle, c'est l'aménageur tout de suite après la ville. Et aujourd'hui, c'est vrai que les promoteurs, parfois, étaient en lien direct avec la ville et après les investisseurs. Et uniquement sur certains sujets, l'aménageur intervenait sur certains quartiers du territoire maintenant. Votre rôle va être plus central et plus global à l'échelle de la ville et de tous les territoires. Alors j'ai une réponse. Ça fait une dizaine d'années que moi je suis sur Nîmes. On l'évoquait tout à l'heure avec Timothée. Il y a une montée en puissance de la politique d'anticipation de la part des élus. C'est-à-dire que les élus aujourd'hui ont une vraie prise de conscience sur la nécessité d'anticiper au maximum les notions de maîtrise foncière. Et ce n'est pas seulement les EPL ou les SPL qui seront à mon avis à la manœuvre, mais plutôt les services de l'État et des établissements publics fonciers qui ont à mon avis un vrai rôle de suivi ouvrière d'anticipation et de portage foncier avec des outils financiers ad hoc, là où les EPL ne sont que des établissements locaux qui ont finalement pour mission de produire de la matière première à partir de ce foncier disponible. Donc c'est pour ça qu'il y a une vraie logique de coopération. Alors je vous rejoins, c'est-à-dire qu'il y aura effectivement, à mon sens, dans les années qui viennent, une nécessité d'intervention des pouvoirs publics de manière encore plus massive. Ça pose des questions avec le vote du budget en ce moment qui est quand même assez contraint, on le sait, les finances publiques contraintes, mais c'est une logique de complémentarité plutôt, pour moi. Les promoteurs arrivant effectivement en bout de course, mais donc il y a une logique de complémentarité, anticipation publique et mise en œuvre privée dans une logique de partenariat continu. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Peut-être pour compléter, on a aussi l'enjeu, là on le voit, de l'anticipation, de la structuration de la réponse qu'apporteront les collectivités, du développement aussi du recours à ces outils-là. Je suis passée rapidement sur les baux amphithéotiques. Ça permet donc de garder le foncier pour le propriétaire et donc notamment une collectivité, un aménageur. Il y a certains endroits où c'est devenu la seule méthode de commercialisation d'un foncier. Donc en fait, ils vont passer un bail avec un preneur qui va construire dessus, utiliser le produit qu'il a construit dessus, mais le foncier restera ad vitam, jusqu'à 99 ans, la propriété de la collectivité. Et donc ça, c'est des outils qui, aujourd'hui, sont peu utilisés. Demain, peut-être s'utiliseront beaucoup plus, en réalité. Oui, je voulais juste aussi apporter une remarque par rapport à ce que vous avez donné comme info. Par rapport à la chaîne de valeur qui bougeait, au-delà du fait de l'intervention publique, dont on sait que l'argent public n'est pas forcément en voie d'expansion, c'est aussi une incitation à ce que la logique de construction, ou peut-être la logique de promotion, soit plus une logique de foncière aussi, qui acquiert, comme vous l'avez dit, en amont et qui gère par la suite. Donc du coup, il y a la chaîne de valeur qui se bouge. En ça, c'est intéressant puisque ça répond un petit peu à ce que... Je fais un parallèle par rapport à ce qu'on a fait avec la SAT en créant
la foncière Odile pour des logiques commerce, parce qu'on l'oublie peut-être aussi, c'est pas pour faire de l'argent, c'est pour aussi proposer des loyers à faible coût pour pouvoir gérer les vocations commerciales à l'intérieur. Si on fait un parallèle avec ça pour les locaux d'activité aussi et des locaux de logement, je pense que la logique, on ne l'avait pas forcément vue comme ça quand on a créé Odile, mais peut-être que la logique, elle était un peu équivalente. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, dans ce que vous dites, il y a plusieurs choses. Dans la chaîne de valeur, effectivement, il y a une notion d'intégration, de plus d'étapes et de plus d'interventions. On l'a vu, et plus seulement d'apporter de la valeur, donc on l'a dit, sur l'actif, mais sur l'ensemble de l'usage. La question, elle est bien de pouvoir porter plus longtemps les projets. Aujourd'hui, on n'a pas forcément tous les modèles économiques qui tournent autour de ça. Et la limite, c'est bien celle-ci. C'est que dans ce portage long des fonciers notamment et des projets, aujourd'hui, c'est beaucoup d'acteurs d'interventionnisme public, donc avec des finances publiques. On appelle de nos voeux aussi qu'il y ait des opérateurs privés. Quand je dis on, enfin, c'est les gouverneurs notamment. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas énormément d'acteurs privés qui sont en capacité de porter, et notamment financièrement, dans des modèles économiques qui tournent, du foncier sur le très long terme. Donc ça, certainement que ça va se développer, enfin, en tout cas, peut-être, si on arrive à trouver les modèles économiques qui tournent. Et l'autre sujet, vous l'avez dit, c'est que lorsqu'on utilise ces outils-là, notamment quand on est collectivité, c'est souvent effectivement de fait pour pouvoir baisser les valeurs, hein, et en tout cas maîtriser ces valeurs. Donc il y a un certain nombre d'outils qui servent de cet ordre-là, et notamment quand on utilise ces fameuses relations triangulaires où on fait intervenir un tiers. Lorsqu'on utilise un baux comme celui-ci, ça permet en fait de lisser la valeur du foncier, enfin le coût du foncier. C'est-à-dire qu'au lieu de l'acquérir à un temps T, du coup très cher, il faut l'ajouter à notre addition. En fait, on va payer une redevance, un loyer, généralement du coup, si c'est la collectivité qui lance le bail, faible, mais qui permet en fait de gommer cet effet foncier et donc de proposer des valeurs moins élevées. Oui, je voudrais apporter notre témoignage des maires, puisque aujourd'hui on parle de portage foncier. Il faut savoir que la loi SRU aujourd'hui est très on n'arrive pas à l'appréhender comme on souhaiterait, nous les maires. Et donc il faut savoir que dans l'agglomération, sur 39 communes, il y a 13 communes qui ont plus de 3500 habitants. Donc nous sommes tous soit déficitaires, soit carencés. Nous avons pour obligation de faire 25% de logements sociaux, entre 25 et 40%, tout dépend si on est déficitaire ou carencé. Ce qui veut dire que notre rôle, nous, en tant qu'édile, c'est de trouver des partenaires qui puissent réguler le prix du foncier. La régulation du prix du foncier nous permet aussi, que le propriétaire foncier trouve bien sûr une valeur, mais pas la valeur qu'il trouvait précédemment, parce que notre objectif, nous, c'est que derrière, nos habitants puissent se loger de manière décente avec un moindre coût. Donc, personnellement, en tant qu'au bureau d'administrateur de l'EPF et au bureau de l'EPF, on milite dans cette démarche-là. Et aujourd'hui, on voit que toutes les communes qui sont sujets à cette carence ou à ce déficit font appel à l'EPF, comme vous le disiez, pour deux raisons. La première, il régule, et la deuxième, le portage se fait entre 5 et 8 ans et on peut aller plus loin. Ça veut dire que derrière, la collectivité ne porte pas le prix du foncier, mais par contre, l'EPF peut faire travailler aussi un bailleur social et un aménageur. Mais nous, notre objectif, vous l'avez bien compris, c'est que nos habitants se logent aussi à moindre coût. On a un département qui est le 4e plus pauvre de France. On doit prendre soin aussi de nos administrés et ça fait partie aussi des outils. Deuxième point que je voulais amener, c'est les chiffres. Aujourd'hui, on n'est pas sur une véracité des chiffres. Je m'explique. La croissance démographique sur ce Côte du Gard a été évaluée à 1,2 jusqu'en 2019-2020. C'est-à-dire que nous avions en même temps notre PLH, plan local de l'habitat, qui était lié aussi à ces chiffres, et donc avec un surdimensionnement derrière du logement. Les derniers résultats de l'INSEE, nous sommes sur ce Côte du Gard à 0,3%, vous voyez, par rapport à 1,2.
et sur Nîmes Métropole à 0,19. Ce qui veut dire que quand on prend la chaîne du logement, si on part de ces chiffres, je crois que ça porte aussi à réflexion. C'est-à-dire qu'il faut peut-être en faire au moins que prévu. Et ça ne va pas faire plaisir peut-être aux aménageurs et derrière et autres de la profession. Mais on a besoin aussi d'avoir quelque part une réalité factuelle de ce qui est. Et je crois que ces deux éléments sont importants. Donc pour nous, le portage, les maires, hein, on est tous liés aujourd'hui à la même enseigne. C'est le PF qui nous aide. Et la deuxième, la véracité des chiffres. Voilà. Bah, là, la difficulté, elle est évidemment de connaître l'avenir. Donc ça, c'est toujours très compliqué. Après, la difficulté là-dessus, et quand vous parlez de véracité des chiffres, c'est aussi des projets politiques. C'est-à-dire qu'on a aussi bâti des PLH sur des ambitions parfois d'accueil de la croissance démographique ou au contraire de retenue. Hein. Donc il y a un projet politique évidemment derrière. Et là-dessus, je voudrais aussi rappeler, donc, quand on parle de portage, que le fait d'avoir ce tiers qui est le PF, c'est aussi une sécurisation dans les projets, parce que quand vous parlez comme ça de projection et finalement de où est-ce qu'on va aboutir, dans tous les projets qu'on évoque, et c'est la difficulté aussi du portage long, c'est la question du risque. Aujourd'hui, quand un opérateur achète un foncier et produit une opération dessus, le gros sujet pour les opérateurs et la difficulté et ce pourquoi ils savent faire leur métier, c'est aussi parce qu'ils prennent un risque. Et qu'en fait, il faut engager un certain nombre de coûts quand on achète un foncier, qu'on construit un logement et qu'on veut le commercialiser derrière, parce qu'en fait, on n'est pas sûr que derrière, ça se commercialise comme on imaginait. Et donc ça, c'est le même sujet pour tout le monde, hein, pour un EPF, pour une collectivité, pour un opérateur privé, pour un opérateur social. Et ça nécessite évidemment de pouvoir avoir les reins solides, hein, donc ça veut dire des fonds, et ça, c'est pas négligeable. Donc c'est aussi la limite qu'on a déjà évoquée précédemment. Et ça nécessite aussi de pouvoir se faire quelques convictions sur l'avenir. Et donc là, on revient aussi au fait de pouvoir se parler entre opérateurs, on évoquait Mathieu tout à l'heure de parler avec les banques aussi. Enfin voilà, tout le monde là est en train de se repositionner aussi. Et donc du coup, l'importance de se parler pour se dire, voilà, moi je suis en capacité de faire ça. Je pense qu'on va là-bas. Et on approchera, en tout cas, si ce n'est une vérité, ça on ne sait pas, mais en tout cas une conviction partagée, quoi. Merci Clémence. Mais... Ouais. Merci Clémence. Didier, c'est à vous. Super. Alors, écoutez, merci beaucoup. Bon, intéressant. J'ai écouté plein de choses intéressantes. J'ai peut-être un sujet, moi, pour la SAT. C'est de devenir aménageur du foncier aérien. Et ça peut être une source assez inspirante, vous allez voir. Alors, rapidement, donc, je suis Didier Mignory, je suis le président d'UpFactor. UpFactor, c'est une société qui a décidé de s'intéresser aux fonciers invisibles. En fait, à celui qui est issu d'années de planification, mais aussi d'usage, où finalement, il y a des règles, on les exploite, mais des fois, on ne va pas jusqu'au bout. Des fois, on les oublie. Des fois, on a construit avec un simple usage. Par exemple, on a eu besoin de faire un bâtiment avec une exploitation. Aujourd'hui, cette exploitation a bougé. Peut-être qu'on peut faire autre chose avec. Donc l'idée de cette société a été de travailler sur un outil logiciel qui permet de détecter les potentiels de surélévation. En faisant un truc tout simple, c'est de détecter les hauteurs de bâtiments, la forme des toits, et d'appliquer les règles d'urbanisme de manière un peu froide pour dire, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'était pour, au départ, aider les collectivités pour dire, est-ce que vous connaissez bien vos règles ? Est-ce que vous voyez l'application de celle-ci ? Et si on vous la montre, qu'est-ce que ça donne ? Voilà, donc ça a été un peu toute la démarche portée avec l'idée, c'est que le gisement, il était très important. Alors c'est vrai, il est très important, mais vous allez le voir, assez complexe à opérer. J'ai entendu souvent le mot compliqué depuis tout à l'heure. Moi, j'aime bien le mot complexe parce qu'en fait, compliqué, on comprend qu'il y a une difficulté un peu insurmontable. Complexe, en fait, ça demande de l'expertise. Et généralement, quand on se met à plusieurs, j'entends le mot coopérer aussi depuis tout à l'heure, c'est super. Et je pense qu'en mettant en place tout ça, on arrive à faire des choses.
Alors rapidement, chez UpFactor, on essaie d'avoir un savoir-faire 360. Autour de la techno digitale, je vais y revenir, avec l'histoire du montage, puisque ce sont des fonciers qui doivent être intégrés, d'où peut-être le lien avec les sociétés d'économics de plus tard, c'est-à-dire comment on s'associe pour associer foncier et opportunité de faire. Voilà, ça me semble vraiment essentiel. L'outil logiciel, vous allez le voir, c'est assez marrant et puissant. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une idée toute bête. C'est de dire, si on était un peu froid et qu'on appliquait la règle, qu'est-ce que ça donnerait? Et c'est assez étonnant, mais ça montre des choses, des opportunités de faire. Et on est capable d'identifier à la fois des nombres de niveaux, des nombres de mètres carrés. Et derrière, de pouvoir communiquer très rapidement avec les élus, avec les services, avec les opérateurs, pour montrer qu'à cet endroit-là, il reste tant de mètres carrés à construire. Alors, 3 grands types de clients chez UpFactor qui finalement touchent un peu peut-être les gens qui sont aussi dans la salle, c'est-à-dire à la fois des métropoles, collectivités locales, pour peut-être adapter justement les règles d'urbanisme à la contrainte ZAN. Si on ne doit plus artificialiser, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qui existe déjà? C'est vraiment l'équation que nous, on essaie de résoudre. Les bailleurs sociaux, on voit que par exemple, ils ont une injonction de faire de la rénovation énergétique sur tout leur patrimoine. Mais est-ce qu'en même temps, ils ne pourraient pas rajouter quelques logements pour répondre aux besoins de création de logements? Il y a ainsi mutualisé un foncier qui est déjà artificialisé. Et moi, je milite pour, par exemple, il faudrait travailler sur des bonus. Si d'un côté, on fait du logement sans artificialiser, derrière, il y a peut-être des mécanismes de compensation qui peuvent être mis en place. Bon, en tous les cas, c'est des solutions qui pourraient exister. De l'autre côté, il y a les copropriétés et les opérateurs promoteurs. Alors, l'idée, vous allez voir, l'idée, c'est qu'en copropriété, ils ont un énorme sujet, c'est que ce n'est pas des professionnels, c'est un bien, une propriété qui est mitée et qui, du coup, est un peu figée. C'est des gens qui font face à un énorme défi qui est celui de la rénovation énergétique. Peut-être qu'on pourrait faire une mini-équation entre, tiens, il y a un foncier aérien qui pourrait être commercialisable, qui pourrait permettre de financer un bout, peut-être pas la totalité, mais un bout de la rénovation. Et ainsi limiter le reste à charge des copropriétaires. Bon, alors, on existe depuis 7 ans. En 7 ans, on a quand même réussi un certain nombre de démonstrateurs. C'est-à-dire qu'on a travaillé avec une dizaine de collectivités en France, donc des grandes métropoles. On va parler de Nîmes, et donc on est très heureux d'avoir pu travailler à la fois avec la SAT et Nîmes Métropole sur le sujet. Je vais vous montrer quelques exemples. On a aussi travaillé avec des copropriétés, avec des foncières. Vous voyez peut-être apparaître déjà à l'image, en fait, on a un problème. C'est que les bâtiments qui sont là, la plupart du temps, ils sont sur des parcelles qui sont de petite taille. Ça veut dire que les projets de surélévation, généralement, c'est des petits projets en milieu occupé et qui mêlent un savoir-faire qui n'est pas forcément existant chez tout le monde, c'est-à-dire un savoir-faire de rénovation globale et de construction neuve. Tout ça en milieu contraint. C'est complexe. Mais il y a de vraies opportunités et on le voit. Alors, ça a été un outil des métropoles, oui. Et aujourd'hui, par exemple, on travaille sur des territoires comme, par exemple, on travaille sur la ville de Saint-Nazaire, où là, il y a une problématique très forte, qui est de dire, on a un bassin d'emploi très fort, on a une pénurie de logements, on a un centre-ville complètement inadapté, non accessible, des immeubles R+4 sans ascenseur, pas de logement locatif à louer. Comment on fait? Et donc là, la question a été de nous dire, si on audite les règles, qu'est-ce que ça donne? Et donc voilà, donc c'est vraiment des vrais objectifs qu'on essaye de porter dans ce genre d'études. Bon, je ne l'ai pas dit, mais UpFactor a une participation de la Caisse des dépôts et consignations, ainsi que de la région Île-de-France et d'une société à impact qui s'appelle Sophie West. L'idée vraiment dans cette logique-là, c'est de dire comment on valorise ce qui existe déjà. Et donc, ça a été le point de départ de l'étude qu'on a menée donc, avec la SAT et Nîmes Métropole pour dire, si on analyse le territoire, ça vaut peut-être pas le coup de le regarder partout, parce que les objectifs ne sont pas les mêmes entre toutes les collectivités finalement du territoire. Donc, il y a des centres urbains constitués qui sont où on doit généralement se poser la question de dire est-ce qu'on exploite comme il faut la règle. Donc, on a fait un travail donc sur 4 collectivités du territoire avec la contrainte, vous allez le voir, du PSMV, donc le secteur protégé de la ville de Nîmes, qui est, vous allez le voir, pas forcément une contrainte. C'est-à-dire, c'est un fait, c'est là. Et donc, il faut faire avec. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas
faire des choses. Et ça, c'est notamment très important parce que ça montre que, là encore une fois, on est dans l'ère de la complexité, donc on est dans l'ère de la petite échelle, mais on est dans l'ère de, oui, de la couture, quoi. Et donc cette couture, je vais vous montrer ce que ça peut donner. Première chose, on a reconstitué l'existant. C'est-à-dire qu'en gros, dans le logiciel, on prend les datas, on prend toutes les datas qui sont liées au relevé, notamment au LIDAR, qui sont générées par l'IGN, et on reconstitue la forme des toits, les hauteurs de bâtiments, et ainsi les hauteurs applicables des règles d'urbanisme. Les hauteurs de façade, les hauteurs, on va dire, d'attiques, les implantations par rapport aux limites séparatives, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Une fois qu'on a fait ça, derrière, on intègre donc 4 règles automatiques: hauteur, gabarit, implantation par rapport aux limites séparatives et distance entre les bâtiments. Ça vous permet de générer ce qu'on appelle, nous, une enveloppe capable maximum. Cette enveloppe capable maximum, ça ne veut pas dire qu'on va le faire, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire, ça veut dire que c'est ce que permet la règle. Et ça permet une espèce de pré-instruction qui dit, tiens, il y a une opportunité, qui ensuite, bien sûr, va être triée en fonction de la typologie du bâtiment. Est-ce que il est judicieux? Est-ce que ça génère une morphologie inadaptée? Vous imaginez que si on crée des gradins comme ça un peu partout, de toutes petites dimensions, ça n'a aucun intérêt. Donc l'idée, ça a été vraiment de travailler, de filtrer et de faire ça par étapes. On génère le gisement et derrière, on regarde de près ce qui se passe. Donc ça, c'est l'objet du croisement de data dans lequel on intègre la morphologie des bâtiments, j'en ai parlé, l'usage, bien sûr, mais surtout, par exemple, le besoin de rénovation. Alors, l'idée, c'est d'intégrer aussi des bases de données qui existent sur les DPE, essayer de vraiment faire une analyse assez fine et assez croisée. La propriété, point important, le stationnement. Eh oui, puisque aujourd'hui, quand on crée 1 mètre carré sur la métropole de Nîmes, il faut créer des places de stationnement coordonnées. C'est une des interrogations de l'exploitation de ce gisement de foncier aérien, notamment s'il est situé dans les zones de bonne desserte, c'est-à-dire dans les 500 mètres des transports en commun. Dans beaucoup de collectivités, ils ont strictement abandonné cette obligation. Pourquoi? Parce qu'il y a on va dire une desserte de transport en commun qui est très forte et où finalement le nombre de bâtiments sans places de parking est plus important que ceux qui ont des places de parking. Donc la question se pose et doit être mesurée, graduée en fonction des territoires dans lesquels on travaille. Bon, résultat, je ne vous fais plus attendre, il y a plein de potentiel. Il y en a même beaucoup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas un problème de règles. Déjà, ça, on tord le cou à un premier sujet. Oui, on n'arrive pas à construire, c'est à cause des PLU. Non, en fait, ça ne veut pas dire ça. C'est que simplement, effectivement, les projets montés, identifiés habituellement, on va dire avec des typologies, on va dire des tailles de projets, des équilibres économiques, en fait, il faut les revoir. On n'arrête pas d'en parler depuis tout à l'heure. C'est-à-dire c'est une relecture du montage immobilier au regard de ce qui est disponible. Alors, ces chiffres, on retrouve à peu près tout le temps les mêmes chiffres sur les dans les villes que l'on travaille. C'est à peu près entre 15 et 20% des bâtiments qui sont surélvables. C'est beaucoup, en fait. C'est vraiment beaucoup, surtout si on les projette en termes de mètres carrés. Vous voyez, voilà, 4 millions de mètres carrés, c'est gigantesque. Ça veut dire qu'il y a un gisement, il y a un réservoir de production qu'il faut maintenant arriver à qualifier et à calibrer. Ça donne quoi en fait la modélisation? Alors certains vont hurler, oui, mais en fait c'est ça l'idée, c'est-à-dire que c'est de montrer ce que génère le logiciel, c'est-à-dire il montre l'enveloppe capable. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire, ça veut dire simplement que la règle, elle permet ça. La suite logique de ce genre d'études, c'est que des fois on dit tiens, là on veut bien le faire, donc on outille ainsi la collectivité pour adapter la règle à la volonté d'intervenir sur tel ou tel territoire. Mais des fois, on nous dit, par exemple, à Saint-Nazaire, dans un cas similaire, tout le monde dit il n'y aura jamais assez de potentiel. Mais en fait, on a découvert que 85% de la ville était surélevable. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a limité. On a descendu les règles. Au contraire, parce qu'elles étaient trop permissives. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est que on génère aussi des volumes qui sont soit sur des éléments de toiture, on identifie ce qui est dans l'épaisseur de la toiture, ce qui est au-delà du faîtage aussi, pour évaluer ce qui est vraiment le potentiel, en tous les cas, de surélévation en tant que tel. Alors, dans la caractérisation ensuite du gisement, en fait, on fait le croisement avec les différentes verticales, donc avec, par exemple, le logement social, où là, on dit, tiens, chez Habitat du Gard, à cette adresse-là, il y a une possibilité de rajouter un niveau. Finalement, c'est pas mal. C'est 11 logements. C'est pas mal. À l'échelle
d'une densification acceptable, mesurée, douce, rajouter 11 logements sur un immeuble qui en a déjà 40, c'est un peu invisible. À l'inverse, dans un secteur, on va dire, plus construit, on a on va dire un peu plus complexe à opérer, parce qu'on est dans un territoire plus contraint. On voit que certains bâtiments s'y prêtent, même s'ils ont du potentiel, on ne le fera jamais, parce qu'il est extrêmement difficile à mettre en œuvre. Et là, on a les mêmes 11 logements, mais sur 2 niveaux, sur un bâtiment qui a moins de capacité portante, sans doute, que celui de gauche. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de filtrer, de trier, et de donner ainsi des outils à la collectivité, à la SEM, pour opérer les meilleurs. Et dire, c'est là qu'on doit intervenir en priorité, pour essayer d'avoir un impact, et en tous les cas, valoriser ce déjà-là. Alors ça marche aussi sur les bâtiments publics. Là, on part aussi sur un peu les modes de détention dont on parlait Clémence tout à l'heure, c'est-à-dire, finalement, on peut peut-être travailler sur de la mixité d'usage. Est-ce que, par exemple, sur ce centre Malraux, est-ce qu'on ne pourrait pas faire autre chose? Finalement, on avait construit avec un programme spécifique, mais on est largement en dessous de ce que permet la règle d'urbanisme. Et on pourrait peut-être faire de la mixité d'usage. Et donc, comment on réinterroge finalement ce foncier qui n'est peut-être pas très bien exploité? Il a un usage certes, mais on pourrait peut-être le bonifier. Et donc là, on réinterroge ainsi à la fois la politique publique, l'enjeu, le besoin et les possibilités de faire. Et là encore, on voit que l'urbanisme, ce n'est pas un problème en fait. Autre chose, une résidence autonomie très intéressante, où là, on voit que c'est un bâtiment très linéaire qui consomme une grande parcelle. Et où là, il y a un potentiel de surélévation, là de 2 niveaux. Et oui, on peut atteindre des surfaces en surélévation de 2517 m². Là, on sort de la dent creuse. Là, ça devient opérable, quoi. Opérable, en plus, sur un sujet où il y a déjà une cage d'escalier dissociée, il y a déjà un ascenseur. OK, la complexité, c'est d'avoir des outils qui nous permettent de travailler en milieu occupé pour maintenir l'usage et ainsi limiter la nuisance malgré tout sur l'exploitation. Il va falloir se poser toutes ces questions si on veut réinjecter, en tous les cas, si on veut réintervenir sur l'existant. Ça passe naturellement par la réinterrogation de ces éléments. De la même façon, voilà, le sujet, par exemple, sur les copropriétés, l'idée, c'est de dire comment on peut intervenir sur ces bâtiments qui sont avec des problématiques on va dire de réhabilitation en tant que telle. Alors, ce qui est intéressant, c'est 5784 copropriétés identifiées, 342 ont un potentiel de plus de 200 m². Mais 200 m², n'importe quel opérateur immobilier dit mais c'est pas viable, ça n'a aucun intérêt. Donc on a remonté le chiffre en disant et combien il y en a qui font plus de 600 m²? Il y en a encore 95. C'est pas neutre parce que ça fait quand même 132 000 m² si on comptabilise. Donc il y a des relais de croissance, il y a des sujets, mais ça demande de l'expertise, du savoir-faire. On parlait tout à l'heure de l'expertise pour atteindre, enfin en tout cas répondre aux objectifs du ZAN. Voilà, on y est, c'est-à-dire le milieu occupé, la petite échelle, quel financement, quelle typologie. Enfin voilà, on répond vraiment à tout. Enfin en tous les cas, on questionne toutes ces questions-là. Pour aller un peu plus vite, on a aussi regardé toutes les problématiques qui sont liées aussi au PPRI. Toutes les problématiques qui sont liées, bien sûr, c'est un croisement de data, donc on filtre, on identifie, et on a surtout regardé ce qui pourrait être le plus simple à opérer pour l'industrie immobilière présente, c'est-à-dire le travail de la dent creuse, c'est-à-dire où il y a un potentiel de densification, surélévation de plus de 3 étages, qui nécessiterait sans doute une démolition-reconstruction. À l'échelle du territoire, c'est 81 dents creuses de plus de 600 m². Là encore, go! Il y a tout ce qu'il faut en fait. Il faut se positionner là-dessus, il faut essayer de les activer, il faut voir comment on peut faire et comment on essaye d'apporter des solutions à ces différentes pistes. Alors, la question patrimoniale, on a fait un focus, c'est important, parce que c'est très important sur le territoire, bien sûr, et sur la ville de Nîmes en particulier. J'ai fait un lapsus avec Nice, pourquoi? Parce qu'on a travaillé avec l'ABF sur une zone patrimoniale à Nice, où on est à la fois PSMV, patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça vous dit quelque chose? Et en fait, ce qu'on a fait, on a fait un travail, je vais vous en reparler juste après, où on a identifié tous les bâtiments les uns après les autres. En fait, on a fait une cartographie 3D des potentiels. Et on a opéré avant avec l'ABF sur savoir où on a le droit d'y aller ou on n'a pas le droit d'y aller. Ça donne quoi? Ça donne des tout petits projets, mais des tout petits projets extrêmement qualitatifs finalement, parce que ça va amener
1, 2, 3, 4 logements. Et finalement, quand on voit les projets qui s'opèrent sur ces territoires aujourd'hui, il y a déjà des projets de surélévation qui se font à Nîmes. En fait, à chaque fois, on rajoute quoi? 4, 5 logements. Et pourtant, il y a des opérateurs immobiliers qui les font, qui les réalisent, et qui sans doute gagnent de l'argent. Donc, en fait, c'est sûr que c'est un changement de façon de réfléchir. C'est un changement de façon de faire. Mais avec beaucoup d'externalités positives. Bien évidemment, dans la reconquête de ce qui existe déjà. Alors, quand même, on a, pour opérer tout ce gisement que je vous évoque, on a quand même des complexités sur certains sujets. Alors, j'ai parlé de l'évolution du PLU. Ça, c'est par exemple Saint-Nazaire. C'est intéressant, c'est-à-dire que Saint-Nazaire, en vert, vous aviez le potentiel de la ville de Saint-Nazaire appliqué par le PLU. Bah oui, vous imaginez les élus, quand ils ont vu ça, ils nous ont dit bon, on s'est peut-être un peu trompé. Bah oui. Parce qu'en fait, encore une fois, quand on modélise un PLU, le PLU, auparavant, on le faisait en 2 dimensions. Et en ne prenant pas forcément en compte ce qui existait déjà. Donc, en faisant ce travail, on leur a dit, bah, tiens, par exemple, vous pourriez faire une simulation où on dirait, on limite tous les potentiels à 45 degrés, c'est-à-dire qu'on fait un H égale L en tout point du bâtiment. Bah, on est redescendu à un sujet beaucoup plus intéressant qui est quasiment 20 à 25% des bâtiments surélevables. Donc ça ne veut pas dire qu'on est des densificateurs, c'est-à-dire qu'on ne va pas tout remplir à ras-bord. Non, l'idée c'est de connaître, comprendre et opérer là où il est nécessaire d'opérer, ou en tout cas il est judicieux d'opérer. L'incidence sur les retraits, bien sûr, bon, voilà, ça c'est une application. Alors le stationnement, on va en parler tout de suite, voilà, on va crever l'abcès une bonne fois pour toutes. C'est un point extrêmement important ici. Pourquoi? Parce que c'est aussi lié à des habitudes. C'est normal, c'est-à-dire qu'il y a un territoire avec des habitudes de faire, et des organisations, et donc pour beaucoup, faire sans sa voiture, c'est très compliqué. N'empêche que quand on est dans une ville comme Nîmes, avec un réseau de transport en commun qui se développe fortement, avec finalement un maillage qui est somme toute assez efficace, se pose la question d'un urbanisme sans place de parking. Et donc se pose ainsi la question d'un objet commercialisé sans place de parking. Et donc là, je touche tout le monde. C'est-à-dire que d'un côté, il y a le point de vue politique, bien sûr, il y a la vision urbanistique, mais il y a aussi la vision commerciale. Est-ce qu'on va arriver à vendre des logements sans place de parking? Ben, peut-être aux acheteurs d'aujourd'hui, pas encore, mais aux acheteurs de demain, sans doute. Ça va très, 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 très vite. Aujourd'hui, par exemple, on a fait cette même étude à Rennes. Rennes, on devait compenser une place par logement et après, il y avait une place pour 60 mètres carrés de SDP. On a fait l'étude, on a montré, on dit bah voilà, c'est simple, tout le gisement de surélévation, on ne peut pas l'opérer parce qu'on n'est pas capable de créer les places de parking. Alors voilà, à Rennes, ils ont décidé de supprimer tout bonnement pour chacun des projets de surélévation qui, avec un petit encadrement quand même, qui vise à la rénovation du bâti existant, une opportunité de faire du logement sans place de parking. Je ne veux pas dire que c'est ce qu'il faut faire, j'en sais rien. En tous les cas, factuellement, il y a des conditions à remplir. Je pense que dans un territoire où on a un maillage de transport en commun qui est effectif, c'est-à-dire en site propre, voilà, avec on va dire une régularité, voilà, c'est quand même intéressant à questionner. Dernière chose, c'est le PSMV, donc c'est le patrimoine. Et là, il y a un sujet essentiel qui est celui du travail préliminaire avec l'architecte des bâtiments de France. On a fait ça à Nice, donc c'est le périmètre de Nice. On a tout regardé, on a tout fait. Vert, orange, rouge. Il a tout regardé. Il nous a dit oui, non, peut-être. Résultat, il a supprimé 68, sur 130 immeubles, 68 ont été supprimés tout de suite. Mais le reste, il n'est pas contre. Pour mémoire, c'était marqué comment dans le PLU? C'était marqué la surélévation est interdite sauf avis contraire de l'ABF. Ça change. Voilà, c'est quand même mieux de dire tiens, la moitié des bâtiments sont potentiellement surélevables, ou en tous les cas exploitables. Ce qui est pour lui un outil très intéressant parce que ça lui permet de faire vivre son patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça permet de faire vivre sa SPR. Parce qu'il voit bien que c'est compliqué, c'est lourd à rénover un bâtiment dans une zone protégée. Voilà, donc c'est comment on trouve des leviers voilà, pour essayer de valoriser tout ça. Et je crois que j'ai fini. Voilà. Est-ce qu'il y a quelques questions sur ces présentations? Vous avez noté l'entrain de Didier? Vous avez donné
Alors, on est en train de finaliser. Alors, bien sûr, sur Nîmes Centre, il y a bien sûr des vrais potentiels. Effectivement, sur Caissargues et Marguerite, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'on est plus sur de la démolition-reconstruction que sur de la surélévation en tant que telle. On est même sur certains sujets où on va venir peut-être accompagner des projets de renouvellement urbain. C'est-à-dire des transformations de façades, des accompagnements d'axes structurants, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, on voit bien qu'encore une fois, nous, le travail qu'on a mené, il montre l'application de la règle en surélévation, mais aussi en densification. C'est-à-dire que des fois, on pourrait peut-être, sauf que là, on a un problème avec le côté ZAN, c'est-à-dire que si on vient densifier ou artificialiser des nouveaux territoires, on ne vient pas résoudre la question qui était posée initialement. Donc bon, encore une fois, hein, on n'est pas là pour résoudre tous les problèmes. Hein, c'est une piste parmi les différentes pistes d'aménagement. Je reviens juste sur un chiffre. On a parlé des chiffres tout à l'heure. Le rapport du Sénat qui parlait de les fameux hectares, il dit que quand on fait un logement en surélévation, c'est 431 mètres carrés évités en artificialisation. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à simuler au regard des gisements qu'ils ont pu... qu'on leur a donné, voilà. On leur a donné un certain nombre d'informations et ils ont pu modéliser ça, on a pu les aider à identifier qu'il y avait quand même un impact, effectivement. Voilà. Je sais. Et là, on est en fait entre la volonté qu'on a de faire et faire, la temporalité est tellement importante qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à structurer les choses. C'est pour ça que ce débat, moi, les sénateurs sont très sympathiques. Mais à un moment donné, il faut qu'ils viennent sur le territoire vraiment et voir la complexité. Je suis d'accord avec vous. Bon, j'ai pas la réponse. Voilà, c'est une question. Non, mais c'est une question qu'il faut développer tous ensemble. De toute façon, on parlait de la coopération. Aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Simplement pour vous montrer, vous donner un exemple sur l'acceptabilité. Parce qu'en fait, le nerf de la guerre, tout ça, c'est l'acceptabilité. Quand on a commencé UpFactor en 2017, on mettait environ 2 ans à essayer d'avoir un rendez-vous avec des élus pour parler de ce sujet. Aujourd'hui, on arrive à contractualiser en moins de 4 mois. La dernière, c'est la ville de La Rochelle qui nous dit « on a un méga problème, aidez-nous à identifier le potentiel de surélévation et de densification à notre échelle ». Ensuite, il nous fallait à peu près 2 ans pour convaincre une copropriété de s'embarquer dans un projet pour vendre son droit à construire et financer sa rénovation. 2 ans. Aujourd'hui, entre le premier rendez-vous et la réalisation des projets, généralement, il nous faut 36 mois. Mais par contre, la première étape de dire on a envie de le faire, mais c'est très rapide. Pourquoi ? Et on n'est même plus capable de le faire parce que ça va trop vite et on n'a pas assez d'opérateurs in fine pour réaliser les projets. Aujourd'hui, on se retrouve avec des projets, avec des permis de construire purgés de tout recours sans promoteur. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas assez d'opérateurs qui savent travailler. Je le redis, la petite échelle, le milieu occupé et avec une compétence de rénovation et de construction neuve. Et construction neuve, pas n'importe comment, c'est du bois métal, enfin un truc un peu plus technique, quoi, un peu plus différent, enfin un peu différent de ce qu'on fait aujourd'hui. Donc c'est une révolution qui est en train de s'opérer. Pardon. Non, mais moi je vous félicite, hein, vous avez monté une très belle société. Un peu tôt, c'est très bien. Nous, on le fait à notre échelle avec quelques architectes, parce que vous parlez de densifier et tout avec l'urbanisme. Est-ce que vous regardez quartier par quartier ? Bien sûr. Ah, parce que là, vous n'en avez pas du tout parlé. C'était difficile de tout dire, là, pardon. Oui, mais effectivement, c'est cette densité. J'aurais aimé y penser avant vous, hein, parce que de vendre comme ça des projets, je suis promoteur, hein, donc effectivement, ça m'aurait intéressé. Mais ce que vous parlez un peu comme un livre, quoi, parce que pour nous, c'est incapable. On est incapable de le faire, ce que vous êtes en train de dire. On est incapable déjà de surélever pour 3-4 appartements, parce qu'il nous faut, comme vous avez dit tout à l'heure, un peu gagner d'argent de temps en temps. Après, il faut étudier les quartiers, prendre quartier par quartier dans les villes,
je ne sais pas si la ville de Nîmes vous a mandaté ou quoi que ce soit, c'est très bien. Mais est-ce que vous avez vu les quartiers? Nous, on est en train d'étudier un quartier avec les présidents du comité de quartier. Pour vous dire qu'on y pense quand même à notre ville. On n'est pas des benets, on n'a pas besoin de logiciels qui nous aident. Non, mais j'entends ce que vous dites, hein, j'ai pas de problème. Simplement, justement, pour initier ça, en fait, nous, ce qu'on veut montrer, c'est juste que cette notion d'intensification d'usage, qu'en fait, on parle de ça. Oui, tout à fait. Finalement... Oui, mais vous oubliez, il y a des dents creuses qui ne servent à rien, où il y a du stockage de voitures dans des quartiers qui sont des réseaux merdiques. Hein. Et là, vous n'en parlez pas. Si, j'en ai parlé. Il y a 81 dents creuses de plus de 600 mètres carrés qui sont exploitées directement aujourd'hui, là, sans aucune... Vous les comment en stationnement et tout ça? En circulation, pas en stationnement. Je parle en circulation, tout ça. Est-ce que vous y réfléchissez? Ah non, mais attendez, chaque chose en son temps. Moi, on m'a demandé un... Mais non, mais ça fait 7 ans que oui. vous avez cette société. Non, Stéphanie, simplement, c'est une étude de capacité, c'est-à-dire que c'est pour l'identification de gisement. Après, non, mais après, alors, chacun son métier, justement. Non, mais après, à un moment donné, on paye une étude de capacité. Je pense que l'étude de capacité, il faut aller jusqu'au bout. C'est pas une agression que je vous fais pas du tout. Ah mais je le prends bien, vous inquiétez pas. Ah non, mais en plus, non, parce que certaines personnes me connaissent là-dedans. Dans cette salle, j'ai beaucoup d'humour et c'est pas du tout une agression. Mais je trouve que c'est très bien, mais il faut travailler ensemble avec les comités de quartier, avec les voies de circulation et les promoteurs. Par rapport à ce que tu dis, Stéphanie, et je remercie à la fois les différents intervenants qui ont pris la parole jusqu'à présent, et particulièrement Didier de Factor par rapport à cette approche vraiment pratique. Et c'est pour cette raison qu'on a souhaité aussi terminer par rapport à cet exemple concret qui touche le territoire nîmois et plus globalement son agglomération. Quelques éléments, Didier, ne soyez pas inquiet sur les propos. Pas du tout, il faut Madame pas être Sagnard représente l'archétype de l'approche nîmoise qu'on peut faire, à la fois cette chaleur, chaleur humaine et voilà, et cette franchise et ce franc-parler qu'on apprécie tous, et c'est très bien, et c'est d'ailleurs pour ça aussi que ces rendez-vous sont mis en place, pour qu'on puisse vraiment avoir cet échange avec plusieurs points par rapport à cela. Stéphanie, tu as raison sur la nécessité d'avoir une approche au cas par cas du territoire. L'idée, en fait, lorsque Didier est venu nous présenter cet outil il y a maintenant 18 mois, je dirais. C'est quelque chose qu'il a développé sur d'autres territoires. Et on est très clairement dans l'objectif qu'on s'est fixé, c'est-à-dire comment on évite l'étalement urbain, comment on arrive à qualifier le territoire. Et très clairement, lorsqu'il est venu nous le présenter, que ce soit avec Antoine Cotillon ou avec Bertrand Velin, d'emblée, on s'est posé la question du coup d'après. Et bien évidemment, le coup d'après, il faut que ce genre d'outil ne soit pas qu'une approche théorique, il faut que ça serve les territoires et notamment les communes. Et c'est pour cette raison qu'on est allé voir au travers de l'ASAT, la Banque des territoires et Nîmes Métropole, pour qu'ils puissent participer au financement de cette opération, quand même qui est une opération qui a un coût, il faut le dire. Et par rapport à cela, nous, derrière, il fallait aussi qu'on puisse le faire servir et que ça puisse servir au territoire. Et donc d'abord, on a eu une approche à la fois à l'échelle de la ville, puis aussi au niveau des communes périurbaines qui présentent un taux, une certaine part de densité par rapport à cela. Donc, de cet outil-là, ils ont travaillé depuis maintenant 1 an pour qu'on arrive à une sorte de teasing par rapport aux slides qui ont été proposés. L'idée, c'est que parce qu'en fait, en gros, on n'a pas fini le travail. Voilà. L'étude, elle est dans sa dernière phase. On a prévu, on en parle encore avec Bertrand, mardi après-midi, qu'on puisse présenter à l'ensemble des acteurs concernés les travaux et les résultats de cette étude. Les bailleurs, les copropriétés, les promoteurs, toutes les instances qu'on a travaillé avec un peu dans ce format-là, mais qu'on fasse une réunion de restitution pour que ça serve. L'idée, c'est que ça ne reste pas une lettre morte. Bien évidemment qu'il y a beaucoup de sujets qui ne trouveront pas de traduction pratique, parce qu'on se rendra compte qu'entre ce qui est présenté et le principe de réalité, il y a des sujets qu'il n'y a pas. Par contre, si grâce à cet outil, grâce à la connaissance d'un point de vue différent, une vision différente de nos outils tels que l'on a, on arrive potentiellement à créer du logement, à créer du logement social, qu'on arrive à créer des nouveaux projets dans certaines dents creuses,
je considère, et on considère, j'espère que vous partagez ce constat-là, qu'on a réussi la mission. C'est-à-dire qu'on arrive sans forcément procéder à de nouvelles zones à urbaniser. Avec ce que l'on a, on arrive à gagner 1-2 étages, qu'on arrive à gagner quelques logements par-ci par-là, avec voilà, le système de poches, un peu comme à l'image du stationnement, des poches de logement lorsqu'il y a de la pertinence. Voilà. Et donc là, on est dans une phase où on va avoir une vraie restitution globale, parce que moi, l'outil, c'est pas pour nous. Je dirais que ça va nous servir aussi à nous, parce qu'on est un certain nombre de communes à enclencher une révision du plan local d'urbanisme. C'est le cas de la ville de Nîmes qui va lancer une révision du plan local d'urbanisme dès le mois prochain, au conseil municipal du mois de novembre. Et donc, bien évidemment, que ce genre d'outil va nous servir à pouvoir envisager d'une certaine manière la révision du PLU. Donc, ce que je veux te dire, Stéphanie, c'est que, et je le dis globalement, tous les cas de densification ne seront pas étudiés. Tous les cas de densification ne se traduiront pas par une émancipation des différents immeubles. Par contre, on va peut-être se rendre compte que dans certains quartiers, dans certaines zones, on va pouvoir aller sur une surélévation. Et puis là aussi, je ne suis pas sachant, je ne suis pas architecte, mais les cas de surélévation qu'il y a eu, honnêtement, on a une certaine sobriété bâtimentaire. 2, ça permet de créer parfois un contraste entre quelque chose d'existant, quelque chose de massif, assez minéral, et on crée une sorte d'excroissance avec d'autres formes de matériaux. Donc il peut y avoir un contraste qui est assez intéressant d'un point de vue architectural. Et 3, ça permet de créer des logements sur des zones qui le méritent. Voilà. Et on voit très bien que l'exemple du logement social, il est frappant. Aujourd'hui, on n'arrive pas à respecter la réglementation liée au SRU et nos 25%. Je parle en tant qu'élu nîmois, en tant qu'élu à l'urbanisme. Et bien, grâce à cela, peut-être qu'on va venir grappiller quelques logements par-ci par-là et qu'on va répondre à une demande très forte. Voilà. Donc du coup, il y a vraiment, et c'est bien parce que ça choque. Parce que voilà, et je crois que vous avez raison, Didier, d'évoquer, c'est qu'on travaille différemment, voilà, et on réfléchit différemment. Et moi, d'entrée, lorsque cet outil a été présenté, j'y ai vraiment vu un intérêt d'un point de vue de son approche, voilà, et sa potentielle traduction pratique. Et surtout, c'est pas que pour les collectivités qui l'ont commandé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça vous serve à vous tous, voilà, à la fois les architectes, à la fois les promoteurs, à la fois les copropriétaires, les bailleurs, toute personne qui envisage de créer du logement ou pour travailler dans l'approche bâtimentaire, que cet outil vous serve. Mais exactement, il nous servira. Mais c'est dommage d'ailleurs qu'on n'ait pas connu monsieur avant, parce qu'on travaille en ce moment sur un quartier avec des archis et les présidents du comité de quartier. D'ailleurs, tu vas recevoir un courrier. On ne vous connaissait pas, donc on est désolé, hein, mais tu vas recevoir un courrier pour qu'on arrive à te présenter. Pas aussi bien que ce monsieur, hein, parce qu'on n'est pas. Mais cet outil pourra vous servir. Il nous servira, mais je pense que nous, quelque part aussi, on peut vous amener quelque chose avec l'architecture, les comités de quartier et les circulations. Il faut voir les gens qui vivent dans les quartiers. Mais en fait, ce n'est qu'un aspect. Voilà. De la question, et que je le dis à chaque fois, de la notion d'acceptabilité d'un projet. Voilà. Et le fait d'associer les riverains, le fait d'associer un certain nombre d'acteurs qui sont déjà au cœur du quartier vous permet de gagner du temps et d'éviter du contentieux. Mais c'est sûr, la notion de marche urbaine, il y a plein de sujets sur lesquels on travaille aujourd'hui avec la future révision du PLU là-dessus. Oui. Ça y est, vous partez ? C'est dommage, parce que là, il y avait... Ne soyez pas... C'était pas du tout... Non, c'était pas du tout une agression. Déjà, je vous félicite parce que vous avez eu cette idée. J'aurais aimé l'avoir avant vous. Mais on reste là pour vous aider. Peut-être rentrer à l'actionnariat de... S'il veut, hein, je ne veux pas devenir actionnaire. Mais c'était pas du tout agressif. C'était pour dire que c'est très bien. Mais qu'après, quand on arrive dans la ville, il faut rentrer dans les quartiers. Merci beaucoup. Au plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Bien, écoutez, je vous propose qu'on conclue cette séquence et donc nous vous invitons à partager un moment de convivialité, qu'on puisse partager le verre de l'amitié. Merci encore à chacune et chacun d'être venu.